Salut, bonjour à tous et bon réveil en direct sur Canal 3 Bénin. Merci de prendre ce rendez-vous, le rendez-vous de l'information et du débat. C'est Actu Matin. Nous sommes le 13 décembre 2022, dans exactement 10 jours, le 23 prochain précisément. Eh bien, les 7 partis politiques et leurs candidats seront autorisés par la Commission électorale nationale autonome à investir le terrain pour 15 jours. Ce sera la campagne électorale, le moment de présenter aux électeurs et aux populations les offres de législature. Dans ce débat politique, quel sera le discours des acteurs face aux attentes des populations et justement, quelles sont ces attentes? C'est autour de ces questions que nous mènerons la discussion de ce matin au forum politique. Nous verrons également comment les partis et leurs candidats s'organisent en ce moment. L'occupation du terrain avant la campagne, il faut noter que chacun développe déjà la stratégie qui lui est propre. Ce mardi, dans la suite des plateaux que nous aurons, il sera question de santé publique. Dans le second plateau de l'invité, on parlera de cette résistance que développent les virus, les parasites aux antimicrobiens. Le constat est frappant. De plus en plus, des personnes se plaignent de l'inefficacité de certains médicaments à guérir leur mal. On verra les raisons de cet état de choses et comment y remédier. Il faut noter que déjà, le Bénin part en campagne pour prévenir la résistance aux antimicrobiens. On en parle avec un invité, un médecin que nous avons convié sur ce plateau. Et puis, vous aurez d'autres informations et d'autres invités en plateau ce matin. Merci de votre fidélité. Vous êtes sur Canal 3 Bénin. Un plaisir de vous avoir avec nous. Voici la météo. Campagne promotionnelle de fin d'année sur Canal 3. Nos prix sont en fête au cœur de ce mois de décembre. Pour toutes nos prestations, reportages, magazines, invités journal, émissions de toute nature et même politique, profitez d'une réduction allant jusqu'à 50%. Courez vite à notre service commercial pour toutes vos commandes de reportages, de magazines, émissions politiques pour profiter de notre campagne promotionnelle de fin d'année. Contact service commercial 69 17 99 99 95 74 29 23. Allons parcourir les gros titres de la presse ce mardi matin. On va commencer par le quotidien de Menantin, le journal La Fraternité, qui nous parle de la promotion de la sécurité de proximité. C'est un enjeu panafricain. Il faudra assainir les relations entre la police et les populations. Le contrôle civil démocratique de la sécurité est désormais une priorité. Et puis la jeunesse, un acteur clé de la prévention de l'extrémisme violent. C'est à découvrir
découvrir en page 2 et en page 3 avec l'agence d'assistance à la sécurité de proximité qui est créée au Sénégal. C'est un modèle en Afrique, écrit le journal Fraternité. Et puis le panafricanisme de la gestion de la sécurité qui est désormais une réalité. Et puis le professeur Mathurin Houniko sur cette sécurité de proximité déclare, et je le cite, « Il faut assainir les relations entre la police et les populations. » C'est à découvrir en page 3. Et comment prévenir l'extrémisme violent en Afrique. Le journal vous propose la contribution du professeur Doji Amouzouvi à découvrir en page 4 du journal Fraternité. On reste toujours à la une du quotidien de Menantin, fin de la 10e édition du festival Lagune Image. La messe est dite au grand bonheur des festivaliers et organisateurs. Et puis festival We Love EIA, le centre EIA et Move Africa tiennent en haleine des milliers de jeunes sur 2 jours. Le matinal, revalorisation des salaires dans le secteur privé. Le gouvernement doit aller au-delà du simple plaidoyer, écrit le journal en sa page 2. Et puis visite de la station terminale du projet Pipeline Niger-Bénin à Sémin. 78% de taux d'exécution des travaux achevés en 2023. Le ministre Samoussi Ouadambi et les administrateurs généraux de CNPC et WAPO Bénin sont satisfaits. On passe à un autre journal, décryptage. Info, transport d'hydrocarbures, Samou Seydou à Dambi sur le site du pipeline Niger-Bénin à Sémé-Craqué. Examens nationaux de licence et de master, les pré-inscriptions et inscriptions ouvertes le 15 décembre 2022, c'est-à-dire jeudi prochain. Maté-Livre qui nous parle de la station terminale du projet pipeline de Sémé-Craqué à Dambi, rassuré de l'évolution des travaux. Examens nationaux de licence et master, les inscriptions désormais ouvertes. L'économiste du Bénin, Financial Africa Award, Serge Ekoué, meilleur financier africain de 2022, nous renseigne le journal. Et puis, le journal de service public La Nation nous parle ce matin du développement des compétences antiques dans l'éducation. Le plan directeur est soumis aux parties prenante. Et puis, toujours à la une du journal, arrondissement, la nomination des secrétaires administratifs attendus. Et puis, législative 2023, coproduction de la sécurité, forces paramilitaires, militaires et partis politiques, désormais en phase. La boussole qui nous parle de ce satisfait du ministre Samoussedou à Dambi, à Wapko, Bénin, des prémices d'un projet réussi. Il nous parle de cette visite des chantiers offshore, onshore et offshore du projet Pipeline d'export Niger-Bénin. Le chasseur info. Examens nationaux session 2023, les registres de préinscription et d'inscription en ligne pour la licence et les masters ouverts. Voilà ce qu'on peut retenir des gros titres de la presse nationale ce matin avec ces quelques journaux que nous avons sous la main. En fin d'édition, on va retrouver Arsène Mokanya Siongon pour la revue de presse. Restez avec nous, destination 9h. Et dans un instant, vous aurez votre bulletin matinal de l'information avec William Clicker déjà installé. Bonjour William. Bonjour Christian, bonjour à tous. Bienvenue. Merci. Le bulletin matinal avec vous et on parlera du partage d'expérience de gestion des processus électoraux entre États membres de la CEDEAO, un symposium du réseau des structures de gestion électorale en Afrique de l'Ouest, se tient à Abidjan, en Côte d'Ivoire. Les responsables des organisations de conduite des scrutins dans les pays s'auto-évaluent pour parfaire les rendez-vous électoraux dans l'ensemble des pays de la communauté. Idrissou Boukari était à l'ouverture des travaux
et il nous fera le compte rendu. Ici à Cotonou, ce sont les travaux de l'atelier de diffusion du schéma directeur réalisé pour l'efficacité des TIC dans l'éducation qui a lieu. L'Alliance Smart Africa et les acteurs du système éducatif béninois étaient donc à cette rencontre hier. Ils attendent de formuler un projet national de mise en œuvre de ce plan directeur pour une intégration effective des TIC à l'école. Les précisions à suivre avec nous. Voici la pause. Cette année, on va fêter comme des boss avec Néo et Allo. Jusqu'au 19 janvier 2023, venez vous équiper chez le boss de l'électroménager. Écran TV, barre de son, réfrigérateur, micro-ondes, machine à laver, climatiseur et bien d'autres. Tout pour se mettre bien et passer de belles fêtes. Rendez-vous vite dans une de nos boutiques Néo et Allo à Cotonou, Ganri, Avenue Stemez, Canguizo et Erivan. Tous les produits sont garantis jusqu'à 12 mois. Service après-vente et livraison assurée. Infoline 60 assuré 66 66. Nickel Technologie vous souhaite joyeux Noël et bonne fête de fin d'année. On vous l'annonçait dans les titres du bulletin matinal, ouverture des travaux du symposium du réseau des structures de gestion électorale en Afrique de l'Ouest à Abidjan. Ce sont des assises qui permettent aux responsables des organisations de gestion des élections des États membres de la CEDEAO de partager leur expérience de conduite des processus électoraux dans leur pays respectifs. La cérémonie d'ouverture des travaux a été présidée par le président du comité de pilotage du RESEAO, le président de la commission électorale indépendante de la Côte d'Ivoire. On fait le point avec nos envoyés spéciaux Idrissou Boukari et Elvis Toloukwa. Après le Ghana en décembre 2021, c'est au tour de la Côte d'Ivoire d'accueillir les travaux du symposium du réseau des structures de gestion électorale en Afrique de l'Ouest. Les travaux s'ouvrent ce lundi 12 décembre 2022 à Grand-Bassam. À ce rendez-vous, les présidents des commissions électorales venus de presque tous les États membres de la CEDEAO, les experts électoraux, les acteurs de la société civile et le président du Conseil constitutionnel de la Côte d'Ivoire ont marqué leur présence à ce symposium. Mesdames et messieurs les participants au symposium, les enjeux des thématiques soumises à votre réflexion font peser sur vos épaules des responsabilités délicates. Cependant, nous savons pouvoir compter sur vos grandes expériences et expertises pour la formulation de réflexions pertinentes dont la mise en œuvre amènera les citoyens à rassembler des dons d'ingéniosité, d'idéalisme et de coopération, afin d'agir de concert pour atteindre cet objectif qui consiste à mettre à la portée de tous les promesses de liberté, de justice, de paix et de dignité humaine que promeut la démocratie. Les travaux de ce symposium seront constitués de panels animés par les experts de haut niveau. C'est un rendez-vous d'échange et de partage d'expériences et de bonnes pratiques en matière de gouvernance électorale en Afrique de l'Ouest. Garantir l'inviolabilité et l'intégrité du vote, c'est le thème de ces assises. En choisissant donc ce thème, le RESEAO souhaite examiner les mécanismes permettant d'assurer la protection de la volonté exprimée par les électeurs à l'occasion des élections, en mettant cette volonté à l'abri des risques de détournement ou de travestissement ou de toute autre manœuvre ou pratique frauduleuse, et ce, en conformité avec les missions des commissions électorales dont la vocation est de retranscrire exactement dans les résultats la volonté du peuple exprimée par les électeurs dans les urnes. J'ose dire que la lutte pour restaurer l'intégrité du vote est une lutte existentielle non seulement pour les administrateurs électoraux réunis ici aujourd'hui, mais pour nous tous qui aspirons à vivre dans des sociétés libres où la liberté d'expression est garantie. Mis en place depuis 2018, le réseau des structures de gestion électorale en Afrique de l'Ouest a pour, entre autres objectifs, la promotion des élections libres et crédibles en Afrique de l'Ouest,
la prévisibilité du cadre électoral et le renforcement de la confiance publique sur le processus électoral à travers des procédures électorales libres et crédibles. On passe à présent toujours dans ce cadre, dans le cadre donc de cette stabilité politique dans l'espace CEDEAO. Il faut retenir qu'au cours des travaux du symposium, eh bien, les experts réfléchissent sur les causes des coups d'État en Afrique de l'Ouest. William Clicquot. Christian, et l'une d'entre elles, c'est l'inadéquation parfois entre les résultats des scrutins issus de l'élection et l'expression réelle même du peuple. Alors la sécurisation du vote s'avère donc l'une des pistes à privilégier dans la mise en œuvre des stratégies de promotion de la paix dans la sous-région ouest-africaine. Je vous propose de suivre ici les éclairages de quelques experts à propos. Vous savez, de nos jours, si le taux de participation des électeurs devient de plus en plus faible, parce qu'ils n'ont pas confiance, ils n'ont plus confiance au processus électoral, parce qu'ils estiment que les résultats sortis du vote, des urnes, ne reflètent pas leur volonté. C'est pour ça le réseau des commissions électorales, qui est l'organisation fêtière de toutes les commissions électorales, a pris l'initiative d'organiser ce séminaire pour toutes les commissions électorales, pour qu'elles réfléchissent sur comment ramener cette confiance des électeurs pour que de plus en plus le taux de participation puisse être élevé. Comment faire pour que les résultats qui sortent du bureau de vote soient les mêmes qui sont proclamés à la fin? Et c'est ça. Et pour ceci, nous avions conseillé que dans toutes les lois électorales, il soit prévu que les partis politiques ou les candidats aient leurs représentants dans les bureaux de vote. Mais qu'est-ce que nous constatons? La plupart des candidats n'ont même pas leurs représentants dans tous les bureaux de vote dans la capitale, mais les représentants même qu'ils ont ne savent même pas qui ils représentent, et ils signent les procès-verbaux, mais à la fin, le candidat lui-même, il dit que le processus est truqué et qu'il ne reconnaît pas. Donc, de plus en plus, il faut que les partis politiques aussi prennent leurs responsabilités, ou les candidats. Quand vous êtes candidat, il faut vous assurer que vous avez des gens qui vous représentent réellement dans les bureaux de vote et qui vont amener les résultats, la fiche de résultats authentique, originale, afin que vous puissiez apprécier. Parce qu'au niveau du contentieux électoral, la Cour juge sur les preuves. Alors, si vous réclamez la victoire dans un bureau de vote ou dans un département ou une région et que vous n'avez même pas la fiche de résultats de cette région, il est difficile à une Cour constitutionnelle d'apprécier votre requête. Il y a aussi le transport des résultats jusqu'à la commission centrale. Il faut que cela se fasse de façon transparente et dans une procédure aussi électronique que physique, mais garantissant une certaine inviolabilité, une intégrité du vote qui est fait. Voilà autant d'éléments dont nous allons parler au cours de ce séminaire. Et venant de partout, les présidents et les membres des commissions des autres pays du RESAO vont nous faire partager leur expérience. Voilà tout le sens de notre initiative pour permettre d'organiser des élections apaisées et apportant la paix dans nos différents pays. Nous allons faire de ces bonnes pratiques des règles qui commandent à l'exécution de notre mission sur le terrain. Donc ça va apporter la paix. Puisque ça apporte la paix ailleurs, on fera de sorte que ça soit propagé au sein de l'espace CEDEAO. Les experts de la CEDEAO à l'ouverture du symposium sur l'intégrité des résultats, l'adéquation entre résultats et verdict des urnes, tel qu'exprimé par les peuples au cours des élections dans l'espace ouest africain. Idrissou Boukari et Elvis Tonoukouen représentent Canal 3 Bénin de l'autre côté d'Abidjan. À l'école, cette fois, il y a eu ce lancement hier lundi des activités du deuxième camp national de la jeunesse scientifique à l'université d'Abomey-Calavi, une initiative de l'Académie des jeunes scientifiques du Bénin qui vise la promotion de la recherche et de l'innovation. Le thème de cette année est intitulé « L'innovation au service des ODD, quel rôle ?» de la jeunesse scientifique béninoise. Les travaux durent 3 jours et s'achèvent par la distinction des meilleurs chercheurs béninois qui sont encore jeunes, Clément Achade et Rachidi Soubérou. La jeunesse béninoise mobilisée autour de la recherche ici à l'université d'Abomey-Calavi. C'est la 2e édition du camp national de la jeunesse scientifique. Après une première édition réussie et ayant impacté plusieurs jeunes du monde universitaire, l'Académie nationale des jeunes scientifiques du Bénin organise ce 2e numéro autour du thème «
L'innovation au service des objectifs de développement durable, quel est le rôle de la jeunesse scientifique béninoise? Un rendez-vous de donner et de recevoir à travers lequel les jeunes auront droit à plusieurs communications mettant l'accent sur l'innovation, mais aussi la créativité. Il s'agit en fait d'un regroupement de jeunes chercheurs venus de toutes les universités du Bénin. Et pendant 3 jours, nous allons parler innovation. Nous allons avoir droit à des communications faites par des personnes averties pour susciter, éveiller ce désir d'innovation au sein de la jeune couche, parce que c'est par là qu'il faut commencer le travail. Nous sommes donc réunis cette fois-ci pendant 3 jours pour vivre des moments de partage de connaissances, d'expériences, agrémentés d'expositions d'innovation et qui prendra fin par la célébration des mérites de la jeunesse scientifique du Bénin. Dans le cadre de ce deuxième camp national de la jeunesse scientifique, il est prévu des séances de démonstration technologique avec des structures de recherche dans plusieurs domaines. Pour les autorités, cette initiative est à saluer car elle promeut l'innovation et la recherche scientifique au service du développement. Je voudrais donc féliciter l'Académie des jeunes scientifiques du Bénin pour l'initiative de ce camp et rendre hommage à l'Académie nationale des sciences, arts et lettres du Bénin pour le parrainage et l'accompagnement. Je voudrais également remercier tous les partenaires qui ont contribué à la mise en place de l'initiative et qui ont travaillé pour sa réussite. La jeunesse scientifique est l'espoir d'un Bénin et d'une Afrique perfectible dans l'excellence. La dernière étape de ce camp national de la jeunesse scientifique édition 2022 sera marquée par la remise de prix aux meilleurs jeunes chercheurs du Bénin. Une manière pour l'Académie d'encourager les jeunes qui rejettent la fatalité et s'engagent dans la recherche scientifique avec passion et dévouement. L'Alliance Smart Africa présente le plan directeur de développement des compétences et de renforcement des capacités des TIC dans l'éducation aux acteurs de l'école béninoise. C'est une stratégie régionale mise en place par cette structure pour satisfaire les besoins de compétences et de transformation structurelle sur le continent africain en matière de technologie de l'information et de la communication. L'atelier organisé pour la cause a réuni hier les acteurs du système éducatif béninois ainsi que les spécialistes des TIC. C'était à Semewan à Cotonou. Suivez le reportage. L'organisation de cet atelier de diffusion multipartite au niveau national, dirigé par le ministère du Numérique et de la Digitalisation et le secrétariat de l'Alliance Smart Africa, vise à rapprocher les recommandations du schéma directeur élaboré des acteurs de l'éducation. Le Bénin a été choisi parmi 5 pays pour abriter ces travaux qui vont analyser les différentes recommandations en vue d'appuyer les États pour l'effectivité des TIC dans l'éducation. Et les principaux objectifs de ce plan directeur étaient d'analyser déjà les défis actuels des TIC dans l'éducation sur le continent, ensuite de développer un benchmark de projets qui ont réussi et des bonnes pratiques à travers l'Afrique et le monde, et ensuite de formuler des recommandations sectorielles à peu près pour chacun des 5 groupes de pays qui ont été classifiés. Et on a eu à voir 26 recommandations issues du blueprint et finalement de suggérer quelques projets structurants qui pourraient être transversaux et implémentés à travers le continent. La démarche scientifique adaptée au contexte de chaque État séduit le Bénin. Les participants prennent connaissance des défis à relever pour formuler des projets prioritaires autour de l'intégration réelle des TIC dans l'éducation. Même si le Bénin compte déjà plusieurs initiatives adressant la problématique des compétences numériques qui est mondiale, il est évidemment question de l'aborder par une démarche scientifique qui tient compte de la spécificité de chaque continent et de chaque pays pour les solutions appropriées. C'est pour cela que le Bénin adhère à la démarche de l'Alliance Smart Africa. Je tiens à partager avec vous la joie du ministère du Numérique et de la Digitalisation de pouvoir compter sur la recherche pour la résolution des problématiques du secteur du numérique, ce qui contribuera
aussi à la formulation des politiques efficaces du numérique au profit des autres secteurs, et plus particulièrement au secteur de l'éducation, objet du lancement de ce jour. Alliance Smart Africa compte 35 pays membres. Elles mettent en œuvre déjà plus de 32 projets structurants et constructifs pour pallier les manques de compétences liés aux TIC dans les pays d'Afrique. La session de formation des membres du pool de formateurs en éducation inclusive de Handicap International Humanité et Inclusion se referme à Dassa Zoumin. C'est une activité organisée dans le cadre de la mise en œuvre de la composante numéro 2 du projet Éducation inclusive financé par l'Agence française de développement AFD. Les échanges pour le renforcement de capacités ont regroupé les chefs des régions pédagogiques et conseillers pédagogiques venus de tous les départements du pays. Imet Hélène Moussou. 5 jours de formation organisés par Handicap International Humanité et Inclusion. L'activité s'inscrit dans le cadre de la mise en œuvre de la composante 2 du projet Éducation inclusive. Les participants sont venus des 12 départements du pays, près d'une trentaine. Ils sont essentiellement les chefs régions pédagogiques et conseillers pédagogiques identifiés pour constituer le pôle de formateurs en éducation inclusive. Cette formation est rendue possible grâce au soutien financier de l'Agence française de développement et à l'accompagnement de l'Institut national pour la formation et la recherche en éducation INFRE. Je voudrais saluer l'engagement et l'appui technique de l'ONG Colombe Hibiscus en dépêchant son psychopédagogue et son psychologue qui, 5 jours durant, ont donné le meilleur d'eux-mêmes pour bonifier les conseillers pédagogiques et inspecteurs de notre pays sur l'inclusion scolaire et le handicap. Première d'une série de formations en cascade prévues, celle-ci a été l'occasion d'outiller et de renforcer les participants sur les concepts liés à l'inclusion scolaire, au handicap et aux techniques d'animation active et participative. Il faut une bonne compréhension de ces concepts pour une intervention vraiment cohérente, une intervention réfléchie. Plus tard, sans doute qu'il y aura une session qui traitera des pratiques pédagogiques inclusives même. Mais à cette session-ci, nous sommes essentiellement sur la compréhension des thèmes handicap, inclusion, accessibilité. Ce rassemblement a le mérite de nous permettre de réorienter notre compréhension. Il ne suffit donc pas d'être porteur d'une déficience pour être handicapé. Le perçu que nous avons des personnes à déficience doit dorénavant changer. L'ODD 4 a bien voulu que tous nos enfants aillent à l'école. Et la priorité du gouvernement de notre République aussi, c'est qu'aucune déficience ne soit suffisamment handicapante pour empêcher qu'un enfant de notre pays soit éduqué. Et je sais que vous l'avez bien compris, vous travaillerez suffisamment à ce que vos enseignants soient suffisamment renforcés aussi sur le terrain. Je compte sur vous pour la démultiplication des acquis de la formation sur le terrain, en vue de l'amélioration des pratiques de nos enseignants en salle de classe, pour le bonheur de nos apprenants en particulier et le bonheur de l'école béninoise en général. De retour chez eux, les participants sont investis de la mission d'accompagner et de former les enseignants de leurs régions respectives afin de faire de tous les apprenants des êtres égaux en droit à l'éducation et aussi œuvrer à l'inclusion scolaire. Les premiers à former sur leur liste sont les responsables des unités pédagogiques. En politique, retenez ceci, aucune difficulté pour le président de la République du Bénin d'accéder aux fonctions de président en exercice de l'Union économique et monétaire ouest-africaine UEMOA. Le chef de l'État a juste souhaité entrer dans ses fonctions en introduisant des réformes auxquelles ses pairs de la sous-région n'ont pas encore adhéré. Raison donc pour Patrice Talon de faire un pas en arrière. La polémique enflée sur l'échec supposé de sa candidature dans l'opinion publique n'a donc pas de raison d'être. Le porte-parole du gouvernement, secrétaire général adjoint du gouvernement aussi, est revenu sur cette information. Il a précisé au cours de sa dernière sortie médiatique. On va écouter Wilfried Léandre Wungwechi. Le président Patrice Talon a été sollicité pour prendre la tête de l'UEMOA. Et je crois savoir qu'à l'époque, il avait fait comprendre à ses pairs que lui, il n'était pas pour l'affichage et que s'il prenait les responsabilités à la tête de l'UEMOA, il y avait des réformes qui devraient suivre pour amener plus d'efficacité au niveau de l'institution. Et au nombre des réformes, il fallait effectivement voir dans quelle mesure
le pays qui prend la présidence en exercice de l'Union devrait également avoir la présidence en exercice du Conseil des ministres de l'UEMOA. Cette requête, apparemment, n'a pas encore reçu l'assentiment de ses pairs et le président de la République a considéré que l'heure n'avait donc pas sonné encore pour cela. Autrement, soyez rassurés, que ce soit entre 2016 et 2021, et là, depuis 2021, les sollicitations pour certaines organisations sous-régionales, ce n'est pas ce qui a manqué. Mais le président Talon avait, depuis 2016, et sur le premier quinquennat notamment, indiqué que sa priorité restait la politique domestique. S'employer à mettre en place les jalons pour le développement socio-économique durable du Bénin. Et il n'entendait pas être dispersé de cette tâche-là. C'est la raison pour laquelle, sur le premier quinquennat, vous ne l'avez pas beaucoup vu à l'international et aussi pour laquelle il a souvent décliné les offres. Voilà, Wilfried Léandre Ngwedi, porte-parole du gouvernement. Écho des collectivités décentralisées dans ce mini-journal, signature de la convention de partenariat entre les villes de Koza 1 au Togo et celle de Zakota au Bénin ici. La cérémonie s'est déroulée à l'hôtel de ville de Zakota en présence de la délégation togolaise, du préfet du Zou et de l'Association nationale des communes du Bénin ANCB. Cette coopération va impacter plusieurs domaines pour donner une nouvelle dynamique au processus de développement des deux communes partenaires. Plus de précision avec Imet Hélène Amoussou. La cérémonie marque l'achèvement d'un processus enclenché depuis juillet 2020. Elle vient officialiser les liens de partenariat entre les villes de Koza 1 à Kara au Togo et celle de Zakota dans le Zou au Bénin. La signature de convention de jumelage consacre la fin des démarches et négociations et le début d'une coopération que tous souhaitent fructueuse. Même si nous n'avons rien, c'est l'occasion quand même de se mettre ensemble dans une synergie d'action pour pouvoir traiter les problématiques liées, relatives du moins aux questions de développement de nos deux villes. Et ce qui est là, c'est la durabilité. Parce que si tu sais déjà faire quelque chose, et que tu commences déjà à faire quelque chose, et que quelqu'un vient t'aider, même à la fin, s'il te laisse, je pense que tu dois pouvoir continuer. Et là, la durabilité, dans ce sens-là, est fortement garantie et c'est la chose la plus recherchée dans tous les projets aussi au monde parce qu'il ne suffit pas seulement de tendre la main aux gens et que les gens vous aident et à la fin, vous retombez encore à zéro. C'est pourquoi la commune sœur de Togo et celle de Zakota ont choisi quand même de se mettre ensemble. Au-delà du partage d'expériences et des pratiques, cette coopération de type sud-sud va aussi impacter plusieurs domaines dont ceux de l'agriculture, du commerce, de l'eau, du climat, les énergies renouvelables ainsi que la bonne gouvernance locale. Dans ce partenariat, il s'agit aussi d'encourager et de soutenir les initiatives de formation et d'employabilité des jeunes des deux communes, favoriser les flux économiques puis stimuler la promotion culturelle et touristique. Aucune collectivité territoriale dans le monde, quelle que soit sa richesse et son savoir-faire, ne pourra jamais se targuer de se suffire ou d'avoir les meilleures références ni en gouvernance locale, ni en gestion des différents problèmes de développement. C'est en ce sens que la coopération décentralisée a été inventée par des spécialistes depuis bien longtemps pour permettre la mise en commun, la mutualisation et la synergie d'action. Ce qu'on met en synergie, ce sont les partages d'expériences, de pratiques. Et c'est pour cela que nous sommes là. C'est également en cela que le concept de branding territorial a été créé pour que les différents territoires puissent faire la promotion de toute leur potentialité. Pour la bonne marche des relations, il est prévu la mise en place d'un comité de pilotage au niveau de chaque commune. Les membres seront chargés de suivre l'exécution des divers projets, de même que la mise en application par chacune des parties des décisions prises. C'est tout pour ce mardi, Christian.
Merci à vous, William Pliquant. Très bonne journée. Eh bien, dans la suite, dans un instant, nous allons retrouver Hakime Seydou Ousseni. Ce sera le journal des sports, les informations sportives. Et on rappelle que ce soir démarrent les demi-finales de la Coupe du Monde Qatar 2022 avec de très belles affiches. Nous aurons les précisions avec Hakime Ousseni. Et juste après, on fera un break avec Canal+. Et notre invité ce matin, c'est bien Edrine Danjinou. Elle est responsable boutique à Canal+. Elle sera avec nous pour nous parler un peu des offres de fin d'année que Canal+ offre, voilà, à ses abonnés et à sa clientèle. Vous restez avec nous. Et puis, dans la suite, le forum de discussion. On parlera politique avec Delphin Gagana, Eloge Francis Atade, Herman Aniamboussou et Hakime Ousseni. Il sera question de parler des législatives. Quelles pourraient être les attentes actuelles des populations et puis quelle occupation du terrain avant la campagne électorale proprement dite. Nous irons scruter un peu vers les partis politiques et les acteurs politiques pour voir comment ils occupent le terrain. Et puis, on parlera ce matin de la résistance aux antimicrobiens. C'est un véritable problème de santé publique. C'est une menace croissante pour la santé, la résistance aux antimicrobiens et le Bénin qui se lance dans une campagne pour le bon usage de ces antimicrobiens. Nous recevrons un invité qui nous apportera les précisions sur ce qu'il faudra faire dorénavant. Merci de votre fidélité. Voici la pause. Vivez chaque jour des sensations fortes sur votre radio. Ça y est, Fraternité FM, numéro 1 des radios du Septentrion se rapproche de vous. Téléchargez gratuitement sur Google Play Store l'application Fraternité FM pour savourer, où que vous soyez dans le monde, les informations, la belle musique en temps réel et tout notre merveilleux programme. Fraternité, votre FM à Parakou, la radio de tous les jours. La fête continue avec Canal+. Réabonnez-vous et nous vous offrons 15 jours à tout Canal+, pour profiter de tous les meilleurs programmes. L'occasion se présente enfin à moi. Parfait pour découvrir de nouvelles séries. On va passer un très bon moment. D'accord. Que la fête commence. Tomber amoureux avec le Bachelor. Mais j'ai un petit coup de cœur quand même. Faire le plein de grands spectacles. Qu'est-ce que vous venez de dire? Ça sera la soirée de Kinshasa. Ouais, c'est aussi pour ça que je suis là. Je l'ai enfin trouvé. Et débattre des grands matchs du moment avec les grandes bouches. Très très heureux de vous retrouver. Canal+ à 30 ans. Et on n'a pas fini de vous surprendre. Votre chaîne Canal 3 Bénin à portée de main. Découvrez désormais, depuis votre smartphone ou tablette, toute l'actualité nationale et internationale, vos émissions préférées de la chaîne Canal 3 en live 24/24, où que vous soyez, à travers son application disponible en téléchargement libre sur Play Store. Canal 3 et sur le www.canal3television.com. Vous êtes les bienvenus. Canal 3, la passion de l'image. Campagne promotionnelle de fin d'année sur Canal 3. Nos prix sont en fête au cœur de ce mois de décembre. Pour toutes nos prestations, reportages, magazines, invités journal, émissions de toute nature et même politique, profitez d'une réduction allant jusqu'à 50%. Courez vite à notre service commercial pour toutes vos commandes de reportages, de magazines, émissions politiques pour profiter de notre campagne promotionnelle de fin d'année. Contact service commercial 69 17 99 99 95 74 29 23. Nous sommes en plein en page sport sur Actu Matin. Et juste après, nous allons recevoir notre invité qui nous amènera à découvrir les nouvelles offres de Canal+ pour la clientèle. Madame Edrine Danjinou, bonjour. Bonjour Christian. Merci d'être là. Vous êtes responsable boutique Canal+, précisément à Vaudier. Vous nous parlerez dans un instant de ce que vous nous offrez.
D'accord. Merci beaucoup. Restez en place. Akimé, bonjour. Christian Adandédian, bonjour, mesdames et messieurs, amis sportifs, bien bonjour. Bienvenue. Eh bien, on commence par quoi? Le mondial? Assez d'actualités sportives ce mardi matin, mondial, Champions League, version féminine africaine, avec bien évidemment le tirage au sort qui a eu lieu, c'était hier du côté du Caire. Les différentes équipes, les différents clubs engagés sur le continent africain pour le compte de la Champions League et puis la Coupe de la Confédération connaissent désormais leurs adversaires, on dirait moula dessus. On reviendra au Bénin pour faire écho du football féminin avec les rencontres disputées ce week-end comme temps pour la première journée, j'allais dire la deuxième journée du championnat de football au niveau des féminins. Et puis si tout va bien, on fera le point des rencontres disputées donc le week-end dernier. En ce qui concerne la Ligue professionnelle, on fera le point au niveau des différentes zones qui animent ce championnat de Ligue professionnelle. Commençons déjà par plus à côté sur le continent africain, Christian. Comme je le faisais constater tout à l'heure, eh bien, le tirage au sort de la 25e édition de la Ligue des champions africains ou encore, j'allais dire, la Coupe de la Confédération. Eh bien, le tirage au sort a été couplé. C'était hier. Les 16 équipes qualifiées au niveau de chaque compétition sont répartis dans 4 groupes. Et pour cette saison sportive 2022-2023, il s'annonce, je dirais, des classiques comme par exemple une affiche entre Al-Ahly d'Égypte et puis Mamelodi Sundowns de l'Afrique du Sud, c'est bien dans le groupe B de la Coupe, du moins de la CAF Ligue des Champions. Et puis on aura également le premier pas de l'ASCO. L'ASCO, c'est bien le club d'à côté, le club de Kara, au niveau de la Coupe de la Confédération. Jetons ensemble un coup d'œil sur le tirage au sort qui s'est effectué donc à cette tête. Il a commencé par la Ligue des Champions pour faire constater qu'au niveau du groupe A, nous avons bien évidemment le WAC du Maroc qui a comme adversaire au niveau donc de cette poule A le Petrolos qu'on ne présente plus, c'est un club de l'Angola. Il y a bien évidemment la jeunesse sportive de Kabylie, c'est un club algérien qui est habitué de la Ligue africaine des champions. Il y a également l'AS Vita Club de la RD Congo. Au niveau du groupe B, nous avons Al-Ahly de l'Égypte, nous avons les Mamelodi Sundowns, je le faisais constater tout à l'heure, de l'Afrique du Sud, El Hilal du Soudan, avec bien évidemment Coton Sport du Cameroun. Le groupe C est composé du Raja Casablanca du Maroc. Nous avons également Roya AC de la Guinée-Conakry, nous avons Simba de la Tanzanie, sans oublier Vipers SC de l'Ouganda. Enfin, au niveau du groupe D, nous avons l'UST de la Tunisie, qu'on ne présente également plus. Il y a également le Zamalek d'Égypte, sans oublier Belouizdad, c'est un club dans lequel évolue notre international béninois. Et puis, bien évidemment, je vais parler de Marcelin Coupeau et puis enfin Almerec. Ce sont donc ces différentes équipes qui composent les 4 différents groupes au niveau de la Ligue africaine des champions. Intéressons-nous à présent à la Coupe de la Confédération avec les 16 équipes qualifiées et les 4 groupes qui ont été constitués. Nous avons l'USM Alger au niveau donc du groupe A, c'est un club de l'Algérie. Nous avons Galants, c'est un club sud-africain, sans oublier Al-Akhdar de la Libye et puis Saint-Éloi Le Popo de la RD Congo. Dans le groupe B, on retrouve la SEC Mimo de la Côte d'Ivoire. Il y a également les Diables Noirs du Congo-Brazzaville, du moins Congo-Kinshasa, Congo-Brazzaville, sans oublier River Plate United du Nigeria. Et puis enfin, nous avons le Daring Club Motema Pembe de la RD Congo. Nous avons enfin dans le groupe C Pyramides d'Égypte. C'est un club qui a également disputé cette Coupe de la Confédération. C'était la saison sportive 2021-2022 dernier. Nous avons enfin ASCO de Kara qui fera ses premiers pas au niveau donc de la Coupe de la Confédération. Futur FC de l'Égypte accompagné de Asfar du Maroc. Enfin, dans le groupe D, on retrouve le tout-puissant Mazembe de la RD Congo, l'US Monastir de la Tunisie, les Young Africans de la Tanzanie et puis enfin Real Bamako du Mali. Ce sont donc, comme vous le constatez, les différents groupes de ces différentes compétitions, notamment la Ligue africaine des champions et puis la Coupe de la Confédération. Les rencontres de la Ligue des champions démarrent le 10 février 2023 et puis celle de la Coupe de la Confédération 2 jours plus tard. On sera donc le 12 février 2023, 2 jours avant, le 14 février, date mémorable pour ceux qui se font appeler bien évidemment les amoureux. Voilà pour
le tirage au sort de la Ligue des Champions et puis de la Coupe de la Confédération. On redescend pour parler de football au féminin. Avec, disais tout à l'heure, les rencontres qui ont été disputées comme temps pour le championnat féminin de football à la D1. Première journée avec les résultats des rencontres disputées. Ça a commencé par la poule A où Elite AC a battu S Galaxy par le score de 2-0, c'était à Parakou. S Gamien et puis Phoenix Football Club se sont neutralisés. Un but partout pendant ce temps, c'est bien Léopard FC qui domine AS Lyon par le score d'1-0 dans la poule B. À Saba, FC a été battu par Dynamique de Nassir Saka, 3-1. Gazelle fait d'une bouchée Vigueur FC, 3-0. Il y a le carton de cette première journée, tenez-vous tranquille et bien, c'est Espoir qui a laminé, malmené, étrié, corrigé les mots, les utiliser comme on veut. Espoir a dominé Blackstone par le score de 11-1. C'est un match de football, mais bon, ça s'apprend, on apprend toujours, parce que bon, nous sommes toujours dans l'apprentissage au niveau des féminins. Eh bien, Espoir a une longueur d'avance, puisqu'Espoir a représenté le Bénin à l'occasion, donc, je dirais, de l'UFAB, en ce qui concerne la Ligue des Champions. Enfin, au niveau de la poule, c'est Nadia a été battu par Samneli, 1-0. Cephos a été dominé par UMSA, 2-1 pendant ce temps. Il y a eu le 1 but partout, Christian, entre Tigresse FC et puis la formation de Yasmina Djibril. C'est bien Aïnovi FC, eh bien. Les deux formations sont séparées sur le score nul d'un but partout. Voilà pour le foot au féminin. Et parlant toujours football, on va maintenant nous intéresser grâce au concours de la réalisation, je dirais, au point des rencontres disputées ce week-end comme temps pour la 7e journée de la Ligue professionnelle. C'est au niveau des masculins puisque plusieurs rencontres ont été disputées. On va faire le point au niveau donc de ces différentes zones, à commencer par la zone A. Vous pouvez constater qu'après donc les rencontres disputées ce week-end, le classement se présente ainsi qu'il suit. Eh bien, les Buffles restent leaders au niveau donc de la zone A avec 17 points, 12 points pour l'US Cavalier, 10 points pour Damissa, 9 pour Beke de Bimbereke, 9 pour Dynamo de Parakou, 8 points pour AS Takouné qui a été battu à l'occasion de la 7e journée à Kandi par les Panthères de Djougouena 0. Real Sport à 3 points pendant ce temps. Eh bien, c'est la formation, bien évidemment, de Dynamique FC qui se trouve être la lanterne rouge avec un seul point. Dans la zone B, l'Auto Football Club reste leader avec 16 points. Dadje qui est allé du côté de Banikwara est rentré avec le point du nul, totaliste 13 points, donc deuxième. Dynamo d'Abomey à 12 points, troisième. Quatrième, c'est bien l'une des grosses surprises de ce début de championnat, c'est bien Banigansé de Banikwara qui totalise 10 points, 9 points pour Espoir de Savalou, 7 pour Énergie Football Club, 5 pour Estonner, Rodio à 5 points pendant ce temps, bien Soleil ferme donc la marche avec 2 points. Dans la zone C, on va y aller, c'est bien Coton qui reste leader au niveau donc de cette zone C avec 17 points, 14 pour Requin de l'Atlantique, 11 pour l'association sportive du port autonome de Cotonou. Off Massad 5e avec 7 points, 7 points pour S-Police. Adidja à 6 points, les deux corps se tiennent comme dans un mouchoir de poche. 7 donc pour les police, les républicains, 6 pour les forces de défense et de sécurité, 6 points. 3 points pour Sitatunga, 3 pour Aziza. Et puis enfin, au niveau de la zone D, c'est bien Ayema qui est leader avec 14 points, 11 points pour Asvo, qui est un match en retard qui va se disputer instamment. 10 points pour les Sobema, 8 pour les Dragons Football Club. Ajia Ketou à 8 points, 7 pour la jeunesse sportive de Pobé. Jeff à 5 points. Abramko à 5 points, puis enfin, la jeunesse sportive de Ouida à 4 points, et donc dernier. Voilà pour ce qui concerne, je dirais, le point tout au complet de l'actualité foot au plan national. La grosse actualité, Christian, elle a démarré depuis, c'était le 20 novembre dernier, c'est l'actualité foot au plan mondial avec, bien évidemment, le mondial Qatar 2022 qui se poursuit et qui fait son petit bonhomme de chemin avec... Aujourd'hui, le coup d'envoi des rencontres des demi-finales. La première, Christian, va se disputer à 20h entre l'Argentine et puis la Croatie. C'est un match qui s'annonce, ma foi, très ouvert avec, dans la foulée, je dirais quoi, des duels au sommet. C'est un duel, Christian, entre Luka Modric, qui certainement dispute sa dernière coup de monde, et puis en face, nous avons
Lionel Messi, ces deux qui amènent donc, qui tirent le club vers le haut, ont à s'affronter ce soir à partir de 20h comme nous le propose ainsi la régie grâce donc à un service impeccable réalisé par Yves, bien entendu Christian. Ce sont les deux 10 qui vont s'affronter. Exactement, les deux 10 s'affrontent ce soir à partir de 20h pour un seul ticket enlevé en ce qui concerne donc la finale de cette compétition. La Croatie, on rappelle, vice-championne de l'épreuve. L'Argentine qui court après un sacre, du moins un premier pour Lionel Messi. C'est vrai que 2 étoiles sont donc sur le maillot de l'Argentine, mais bien l'Argentine court après un sacre avec Lionel Messi. Ça fait une affaire qui s'annonce très intéressante. On rappelle au passage, Christian, qu'en termes, je dirais, de prestations à l'occasion donc de la phase de poule, eh bien, l'Argentine est allée un peu crescendo. Et défaite lors de la première journée par l'Argentine, c'était la grosse, et par l'Arabie Saoudite, c'était la grosse surprise de ce mondial. Mais après le 2-1, eh bien, l'Argentine a enchaîné une victoire, une seconde victoire, une qualification pour les huitièmes de finale, une qualification pour les quarts, et puis enfin une qualification pour les demi-finales. En face, c'est bien la Croatie, une formation, je dirais quoi, laborieuse, une formation teigneuse, une formation qui a eu droit donc je dirais à sa qualif grâce non seulement aux prolongations mais aussi au tir au but, puisque les huitièmes c'était après 120 minutes donc tir au but, les quarts de finale c'était aussi après 120 minutes et les tirs au but. Donc et bien nous avons 2 formations, et oui, en face on a je dirais quoi, peut-être les Croates un peu diminués, le coup de fraîcheur ce n'est peut-être pas au rendez-vous, mais bon, quand on est à cette étape de la compétition, ça se joue sur des petits détails. C'est une rencontre qu'auprès entre l'Argentine et la Croatie. Le coup d'envoi de cette rencontre est prévu pour 20h, rencontre à suivre. Demain, on va débriefer, puisque demain aussi s'annonce être un jour décisif pour le continent africain, où eh bien, le Maroc, Christian, jouera contre la France pour également là un but qualificatif pour la finale de cette compétition. Là, nous avons aussi des premières. Une première pour le Maroc qui est déjà en demi-finale, parce que là, ça n'était pas gagné d'avance, mais le Maroc a montré qu'il y a encore de la ressource au niveau de cette formation, les Lions de l'Atlas. Et puis là, pour une première aussi, une formation bas pour se succéder, c'est bien entendu la France, puisqu'on rappelle que la France est l'équipe championne en titre de cette épreuve. En attendant demain, eh bien, on prend le rendez-vous de 20h entre l'Argentine et puis la Croatie, c'est bien pour la première demi-finale de ce mondial Qatar 2022. Et avant qu'il ne sonne 8h, eh bien, Christian, on ramasse les godasses et on vous dit ce matin que c'était les sports. Merci beaucoup, Akibé. Oui, avant de vous laisser souffler un tout petit peu, un pronostic pour le match de ce soir, Argentine-Croatie. Pronostic difficile. Difficile, d'autant d'ailleurs que les 2 formations, ma foi, je crois qu'il y a plusieurs éléments qui vont rentrer en ligne de compte un peu un pronostic. Comme je l'ai dit, au niveau de la fraîcheur physique, l'Argentine, il y en a. Faiblesse au niveau de l'Argentine, c'est la porosité de la ligne défensive qui ne sait pas rapidement recoller les morceaux. En face, nous avons une Croatie qui respecte les 3 temps du jeu, c'est le placement, c'est le déplacement et le replacement. Et quand tous ces 3 temps du jeu sont respectés, bien, ça fait fort. C'est d'ailleurs pour ça que malgré qu'on sente que la Croatie, mettons quoi, est acculée, elle tient, elles ne rompt pas. Et elles plient, mais elles ne rompent jamais. Pour l'instant, c'est un élément qui sonnera lourd dans la balance. Et donc, du coup, comme je l'ai dit, si on tient compte de la fraîcheur, on me dira que l'Argentine avec Lionel Messi qui est capable, avec un coup de patte, de plier une rencontre, ça veut dire que bien, on peut miser des coins sur l'Argentine, tout en disant que bien, la Croatie est diminuée. Seulement que bien, l'incertitude du football amène à rester très très prudent. Et on dira simplement que le meilleur gagne, peut-être. Peut-être que le meilleur gagne, seulement qu'à cette étape, eh bien, ce n'est pas forcément le meilleur qui gagne. La France a gagné, ça n'était pas la meilleure formation face à l'Angleterre, mais elle a gagné. Elle a été plus réaliste. Donc l'équipe la plus réaliste remportera ce soir, c'est à partir de 20h. D'accord, si vous avez répondu et que ça marchait vos pronostics, c'est que demain j'avais un cadeau pour vous. Malheureusement, vous n'avez pas répondu. Bonjour Herman Aliabossou, bienvenue. Merci beaucoup. Vous portez bien. Très bien, ça va. Pronostic demain. Oh, je pense, Akimé l'a dit, que le meilleur gagne. Le meilleur, là, c'est... On connaît le meilleur. La plus réaliste va gagner. Donc, que le meilleur gagne, le réaliste doit jouer également. Bon, Léo Messi, quand même, c'est quand même... il a également dit, d'un coup de patte, il peut transformer tout un match et tout. Ouais, donc c'est... Non, je pense que...
Ils n'iront pas au tir au but. On va débriefer. Donc ça va faire du 90 minutes. On va faire un petit 2-1 ou 3-1. Et puis pour ceux-là qui jouent sur des détails, on peut se dire qu'il y a des gens qui portent chance. L'Angleterre a perdu. Et quand vous avez suivi un peu l'actualité du côté de l'Angleterre, on vous dira que l'Angleterre a perdu parce qu'entre-temps, c'est ITV qui a retransmis le match de l'Angleterre. Ils ont fait des sondages. En Angleterre, 2 chaînes sont détentrices des droits de diffusion des rencontres. C'est ITV et c'est BBC. Quand le point a été fait, ils se sont rendus compte que lorsque BBC retransmet les matchs, l'Angleterre s'impose. À 75%, l'Angleterre gagne. Et que quand c'est ITV, ITV, c'est à 17%. Donc, parce que c'est ITV qui a retransmis le match de l'Angleterre contre la France et que l'Angleterre a perdu. D'accord, qui va retransmettre le match soit de la Croatie ou non, on vous dira ici que Daniel Orsata, c'est l'arbitre de la rencontre de ce soir, qu'il porte un peu chance, peut-être que la régie va nous aider, il porte un peu chance à l'Argentine. Donc, Daniel, c'est lui qui fait le match de ce soir entre l'Argentine, c'est lui que nous apercevons donc sur les écrans, c'est lui qui fait le match entre l'Argentine et puis la Croatie, et que du coup, il a souvent marché pour Lionel Messi. Est-ce que cette fois-ci, ça va être démenti? Mais tu as dit que Daniel... Attention, sur l'image, il y a non-stop. C'est Daniel qui a fait le match d'ouverture entre l'Équateur et puis le Qatar. C'est lui qui fait le final de ce son. On va voir ce que ça va... Au bout de 90 ou de 120 minutes, on verra bien la suite. Merci, chers messieurs. Vous restez en place puisqu'on est en train de parler football. On va parler de ce bouquet, du bouquet Canal+, et c'est sans transition. La transition, ce sera avec le spot qui va passer tout à l'heure. Nous avons avec nous Madame Edrine Dandinou. Rebonjour. Bonjour Christian, bonjour à tous. Voilà, oui, vous avez Herman, vous avez Hakim et ils vous répondent. Alors, on va parler de votre bouquet Canal+, qui offre, en tout cas qui est toujours dans l'innovation. Vous avez encore innové. Quelle est la nouveauté chez vous? Alors, en ce moment, Canal+ a décidé d'être encore plus généreux afin de favoriser l'accès du plus grand nombre à notre offre de télévision. Donc, nous proposons actuellement le décodeur à 1000 francs à partir de la formule évasion. Incroyable, n'est-ce pas? Seulement le décodeur ou bien avec tous les accessoires, Oui, avec la parabole, tous les accessoires. Voilà. À 1000 francs. Oui, à 1000 francs. Pourquoi avoir choisi en cette période de faire cette offre-là? Ben, c'est la période des fêtes, c'est pour permettre à nos abonnés de passer de belles fêtes de fin d'année. Voilà. En dehors de ça, les offres surprises que Canal+ a? Bien sûr, ce n'est pas tout. En dehors de cette promotion sur le matériel, Canal+ offre à tous ses abonnés 15 jours à la formule Tout Canal+ pour tout réabonnement, que vous soyez actif ou échu. Voilà un peu. C'est ça. Maintenant, on s'abonne. Mais c'est quoi? Qu'est-ce que vous nous réservez? Le programme? Programmes qu'il faudra suivre? Nous avons plein de programmes exceptionnels sur ce mois de décembre, mais je pourrais vous dire d'ores et déjà que vous pourrez suivre dès ce soir à 20h30 une série africaine du nom de Adjani qui parle un peu d'une jeune femme qui peine à trouver l'amour et finalement elle découvre que c'est dû à un sortilège qu'on lui a lancé. Arriverait-elle à contrer ce sort? À suivre absolument ce soir sur Canal+ Cinéma à 20h30. Nous avons également Yemi Alade qui sera en concert le 24 décembre en direct sur Canal+ Première que vous pouvez suivre directement. Également, nous avons Congo Salonge qui passe tous les dimanches à 17h45 sur Canal+ Première. Et aussi, nous avons Le Bachelor, la finale, le samedi prochain à 20h30 sur Canal+ Pop, qui de Ryan ou de Stéphanel a conquis finalement le cœur de notre Bachelor. Après que vous avez déposé Nadia, c'est ça? C'est bon? Ah oui, c'est bon. C'est tout les programmes que vous avez? Oui, on en a plein. Vous aurez le temps de découvrir. Rester câblé sur Canal+, et vous aurez plein d'autres programmes. Vous savez, c'est la période des fêtes et ça annonce également la Noël, la jeunesse, les enfants, les petits-enfants. Quels sont les programmes que vous avez pour Alors, nous avons plein de programmes jeunesse pour nos enfants qui seront également en congé pendant cette période-là. Et je peux d'ores et déjà dire que le 25 décembre, nous avons des programmes toute la journée du 25 décembre, des programmes Noël pour nos enfants qui passeront sur nos différentes chaînes jeunesse, notamment Ludikids, Piwi Plus et Gulli Africa. Voilà.
D'accord. Alors, nous allons marquer la pause avec la pub et on reviendra pour une ou deux petites questions pour vous. Super. Oui. Sensationnel. La fête continue avec Canal+. Bon anniversaire. Réabonnez-vous et nous vous offrons 15 jours à tout Canal+, pour profiter de tous les meilleurs programmes. L'occasion se présente enfin à moi. Parfait pour découvrir de nouvelles séries. On va passer un très bon moment. D'accord. Que la fête commence. Tomber amoureux avec Le Bachelor. Mais j'ai un petit coup de cœur quand même. Faire le plein de grands spectacles. Qu'est-ce que vous venez de dire? C'est-à-dire à la soirée de Kinshasa. Ouais, c'est aussi pour ça que je suis là. Je l'ai enfin trouvé. Et débattre des grands matchs du moment avec les grandes bouches. Très heureux de vous retrouver. Canal+ a 30 ans et on n'a pas fini de vous surprendre. Et voilà, voici rassemblé ce que Canal+ nous offre pour ce mois de décembre. Ma question, comment s'abonner ou se réabonner? Alors, pour se réabonner, rendez-vous dans toutes nos boutiques Canal+, sur toute l'étendue du territoire national, aussi chez nos distributeurs agréés. Mais également, vous pouvez vous réabonner via MTN Mobile Money en composant étoile 880 dièse puis 5 et en composant également par Move Money étoile 855 étoile 5 dièse. Voilà. Voilà. D'accord. Et quel est le programme que vous suivez d'habitude sur Canal+? Mais actuellement, je suis le Bachelor, évidemment. D'accord, c'est bien. Merci beaucoup. Merci à vous. Merci à vous, Edrine Dandinou, responsable boutique Canal+. Merci d'être passé pour nous parler un peu de ces offres que vous avez pour la clientèle de Canal+, courant ce mois de décembre. Très bonne journée du mardi à vous. Merci très bonne journée à vous aussi. Allez, la suite, dans un instant, Delphin Gangana, Eloge Francis Satane vont nous rejoindre en plateau pour le débat politique de ce mardi. La pub. La fête continue avec Canal+. Bon anniversaire. Réabonnez-vous et nous vous offrons 15 jours à tout Canal+, pour profiter de tous les meilleurs programmes. L'occasion se présente enfin à moi. Parfait pour découvrir de nouvelles séries. On va passer un très bon moment. D'accord. Que la fête commence. Tomber amoureux avec Le Bachelor. Mais j'ai un petit coup de cœur quand même. Faire le plein de grands spectacles. Qu'est-ce que vous venez de dire? C'est-à-dire à la soirée de Kinshasa. Ouais, c'est aussi pour ça que je suis là. Je l'ai enfin trouvé. Et débattre des grands matchs du moment avec les grandes bouches. Très heureux de vous retrouver. Canal+ a 30 ans et on n'a pas fini de vous surprendre. Cette année, on va fêter comme des boss avec Néo et Allo. Jusqu'au 19 janvier 2023, venez vous équiper chez le boss de l'électroménager. Écran TV, barre de son, réfrigérateur, micro-ondes, machine à laver, climatiseur et bien d'autres. Tout pour se mettre bien et passer de belles fêtes. Rendez-vous vite dans une de nos boutiques Néo et Allo à Cotonou, Ganry, Avenue Stemez, Canguizo et Erivan. Tous les produits sont garantis jusqu'à 12 mois. Service après-vente et livraison assurée. Infoline 60 assuré 66 66. Et quelle technologie vous souhaite? Joyeux Noël et bonne fête de fin d'année. Et le plateau de la discussion désormais bien installé sur Actu Matin pendant qu'il sonne très exactement 8h05. Delphin Gangana, bonjour. Bonjour. Bienvenue. Merci. Bonjour Francis Atadé. Bonjour Christian. Merci d'être là. Allez, progressivement, nous nous approchons de la date de lancement de la campagne électorale. Nous sommes à pratiquement 10 jours, puisque aujourd'hui nous sommes le 13 décembre. Eh bien, le 23 prochain, la Commission électorale nationale autonome donnera carte blanche à toutes les formations politiques et à tous les partis politiques afin d'aller sur le terrain pour convaincre les électeurs dans le cadre des élections législatives du 8 janvier 2023. Alors, une seule question, d'abord, pour le premier panel de ce matin. Quelles pourraient être les attentes des populations lorsque vous sondez le terrain, lorsque vous les écoutez? C'est le sujet ce matin. Herman Niambossou. Oui, c'est normal qu'on se pose cette question. Quelles pourraient les attentes des populations? Parce que justement, il s'agit d'une législature qui s'achève, une autre qui s'installe. C'est d'abord travailler d'abord à expliquer aux populations ce que c'est qu'un député. On l'a dit plusieurs fois déjà, c'est toujours bien de le rappeler.
enfin on dit démenu. 9e législature, faut-il continuer de rappeler aux populations? Oui, il faut continuer de le rappeler aux populations parce que de ce qui nous revient sur le terrain, on a pu noter quand même que des populations demandent à des députés de leur construire les voies qui les mènent à leur domicile. On a pu noter également que les populations demandent aux députés de venir leur rendre compte de ce qu'ils font au Parlement. S'agira-t-il pour un député, parce qu'il est élu par une circonscription électorale, de venir dire aux populations j'ai voté telle loi en votre faveur? Non. La loi, une fois que c'est voté, c'est pour tout le peuple béninois. Ce n'est pas, on ne vote pas une loi pour la 16e ni pour la 15e, non, on vote la loi pour tout le peuple béninois. Voilà, donc je pense que ce qu'on pourrait attendre l'attente des populations, ça va surtout se poser en termes de qu'est-ce que vous allez faire au Parlement? Est-ce qu'il s'agira d'accompagner Patrice Talon dans ce qu'il fait? Est-ce qu'il s'agira d'enlever tout ce qui a été voté comme loi? Est-ce qu'il s'agira donc je pense que en gros c'est ce qu'on a comme écho des activités en ce moment. Oui, le juge Francis Atali. Non, mais il faut avouer que vous savez que les partis politiques ont une approche messianique de la vie publique. Et l'électorat, en fait, attend, en cette veille du lancement de la campagne, que les stratégies soient déclinées et quelles pourraient être les partitions que ces populations joueraient. Et puis, quelle est l'offre de législature que chaque parti porte. Maintenant, par rapport à ça, vous savez évidemment que nous n'avions pas encore gagné en maturité politique, puisque l'électorat attend toujours que les partis viennent animer autrement la campagne, parce qu'ils savent bien que c'est une période où la femme qui est incapable de s'offrir une sauce peut l'avoir par la générosité instantanée et circonstancielle de ces politiques, les déplacements qu'on offre, les contacts téléphoniques, et puis les motivations qu'on donne à quelques-uns pour aller. Donc ils attendent, ils savent que c'est une période relativement florissante. Vous savez que l'acte politique est un job saisonnier. Donc on dit, mais si ils viennent pour la campagne, il faut les attendre en 2026. Par conséquent, ils attendent beaucoup, évidemment. Donc il y a une attente forte, parce qu'ils savent que c'est une période électorale, et forcément cette période est différente de la période ordinaire. Ça, c'est la première réflexion que je pourrais faire. La seconde, elle est relative à l'encadrement politique, en fait, sur le terrain. Vous savez qu'il y a plusieurs coordinations qui ont été mises en place. Or, aujourd'hui, dans toutes les circonscriptions, il se fait qu'aucun parti ne peut dire qu'il a une maîtrise totale. Et même s'ils ont un fichier avec des adhérents, il ne peut pas dire sur cette base qu'ils ont tel nombre d'adhérents ou bien de militants qui pourraient voter pour eux. Puisque désormais, l'expression démocratique obligeant les partis politiques à aller à la conquête de l'électorat est pour tout le monde. Conséquemment, nul ne peut dire pour le moment qu'il a une maîtrise totale sur le territoire. Troisième niveau de réflexion, c'est que vous savez qu'il y a des partis qui tiennent des discours. Il y a eu des annonces fortes qui ont été faites par le chef de l'État, des actes concrets qui ont été posés à l'endroit des travailleurs. Le hautement social, je crois, la machine a démarré. Bon, il se fait évidemment qu'il y a des partis de l'opposition qui peinent aussi à trouver le bon discours. Donc il y a un truc de management fondé sur le langage, sur la pensée, sur, disons, la stratégie qu'il faut mettre en œuvre pour que l'électorat, évidemment, se retrouve. Sinon, aujourd'hui, il y a un peu comme si le timing choisi par le gouvernement pour agir en faveur, pour poser des actes sociaux, pour prendre des décisions sociales de grande portée, notamment la révalorisation et d'autres mesures qui sont déclinées en faveur des gains petits, pourraient être, disons, pourraient servir de tremplin pour les partis de la mouvance. Donc, il se fait qu'au niveau de l'électorat, il y a une explication, une clarification qui est attendue. Dans cette période, il y a deux entités, en fait, qui doivent se parler. Il y a une entité qui éprouve le besoin
de délivrer un message. Ça, c'est le parti politique avec les candidats. Oui. Maintenant, il y a une autre entité qui est avide de connaissances, qui veut comprendre. Les populations. Les populations. Voilà. Sentez-vous, à quelques semaines du lancement de la campagne, et ma question s'adresse à vous, Delphin Gangana, que les partis politiques se préoccupent de l'offre de législature, et que de notre côté, puisqu'il a parlé des populations, que ces populations éprouvent le désir de comprendre cette offre-là? Il faut d'abord commencer par dire, M. Christian, qu'il y a comme un mélange d'hommes, il y a un mélange de domaines. Parce que parfois, les députés qui ont juste pour rôle de légiférer tendent à se comporter comme de l'exécutif qui a pour un rôle d'écrire des projets de développement, de construire des routes, de faire. Simplement parce que, des députés qui soutiennent la mouvance présidentielle prend comme acquis ou bien prend comme, c'est-à-dire les réalisations du gouvernement. Donc, l'autre qui ne soutient pas le gouvernement, aussi, c'est comme si nous venons, nous allons réaliser. Or, le député, son rôle, ce n'est pas de construire. C'est vrai que l'Assemblée nationale, c'est comme qu'est-ce que je veux dire, le conseil d'administration d'une société qui vote le budget, qui met à disposition au directeur. Donc, ça veut dire que l'exécutif se trouve un peu comme la direction à exécuter le budget. Le député, c'est pour légiférer, c'est pour contrôler l'action du gouvernement. Et par rapport à ce que Eman disait tout à l'heure, oui, quand une loi est votée pour tout le Bénin, mais pas pour la circonscription, mais quand une loi est votée, parce que les députés sont nos représentants, nous les avons envoyés en mission. Donc, ils ont l'obligation, sur certains sujets, de venir nous consulter, parce que vous voyez, quand, par exemple, si nous envoyons quelqu'un en mission à l'extérieur, il vient voir peut-être le chef de l'État, prendre des conseils avant d'aller sur le terrain. Donc, les députés, normalement, pour voter une loi, devraient venir sur le terrain, recueillir nos avis sur ça, et une fois que la loi voté, doit encore revenir nous expliquer cette loi, parce que certes, on dit nul n'est censé ignorer la loi, mais tout le monde ne connaît pas la loi. Donc le député a l'obligation de faire ça. Le député a l'obligation de contrôler l'action du gouvernement. Et quand on parle de contrôle de l'action du gouvernement, moi j'ai l'impression que les gens galvautent un tout petit peu de trucs. Ce n'est pas seulement rester là-bas pour interpeller le gouvernement sur tel et tel sujet, mais c'est de suivre, parce que le budget qui est voté, certes c'est une loi, mais ça a un chronogramme. Le député a l'obligation quand même de vérifier. Oui, vous nous aviez dit que vous allez construire 20 châteaux d'eau dans tel et dans tel. Et ça devrait être fait à telle période. Mais est-ce que ça a été fait? Les projets, on dit, on doit quand même commencer le projet tel mois. Est-ce que ça a été fait? Est-ce que ça se fait réellement suivant les normes? Ça a été... Donc, le contrôle de l'action, ça c'est le gouvernement, parce que nous ne pouvons pas aller individuellement sur le terrain. C'est pour ça que nous avons envoyé des représentants qui parlent en notre nom. Donc c'est ça le rôle des députés. C'est accompagner les actions du gouvernement simplement parce que le gouvernement travaille pour nous tous. Maintenant, pour les votes des lois, que la loi soit votée par la majorité ou que cela soit bloqué par la minorité, ce sont les députés qui l'ont voté, parce que tous les députés qui se trouvent à l'Assemblée nationale se trouvent être des représentants du peuple. Donc du coup, moi je dis, il faut appeler vraiment les gens à expliquer le rôle, parce que j'ai l'impression qu'on mélange les rôles. Donc du coup, vous allez voir, on dit, ouais, l'opposition ira à l'Assemblée nationale, désormais, fini chômage, on va nous faire ci, on va nous faire... C'est comme si c'est le député le député, qu'il soit de l'opposition ou de la mouvance, ce n'est pas le député qui écrit les projets de développement. Mais le député est là pour accompagner le gouvernement, soit apporter la voix de la population, à dire, nous ne sommes pas d'accord sur telle et telle chose, mais si on fait ci, ce serait bien. Mais si on fait ça, ce ne serait pas bien. Mais le besoin de tout gouvernement, c'est d'avoir l'unanimité presque autour de ces actions. C'est pour ça la démocratie, on dit le pouvoir au peuple par le peuple. Ce qui fait que tout ce qu'un gouvernement, dans un État démocratique, est appelé à faire, c'est qu'il faut d'abord envoyer à l'Assemblée nationale pour que cela soit voté, pour avoir l'onction de nous tous. Certes, vous allez voir, il y a des gens qui ne seront pas d'accord pour dire nous ne sommes pas d'accord sur telle et telle chose, mais les autres seront totalement d'accord. Donc on veut juste avoir cette diversité pour une petite équilibre. Oui, Akime Oussedi, quand nous parlons de cette préoccupation des populations, de cette attente, que veulent-elles ces populations de ces élections qui viennent là?
on ne va pas réinventer la roue. C'est ce que les populations ont toujours voulu. Des députés qu'elles vont peut-être exprimer à nouveau. Parce que le contexte, il n'a pas véritablement trop changé. La seule différence, c'est que nous avons une élection, où j'allais dire des élections législatives qui interviennent un an après la présidentielle, et donc un an d'exercice du second mandat du président Patrice Talon. Et là, obligatoirement, c'est que, ça se révèle comme, je dirais, une occasion de bilan et de référendum des actions menées par le président Patrice Talon. Ce n'est peut-être pas pour rien que vous avez vu l'adresse du chef de l'État sur l'état de la nation au niveau de l'Assemblée nationale a été beaucoup plus accentuée sur le bilan, je dirais, des grandes actions menées par le pouvoir Patrice Talon. C'est l'une des rares fois que le président s'adresse donc à la représentation avec un temps assez long, c'est environ 42 minutes, alors que les autres fois c'est quelques, mettons quoi, 15 minutes, 20 minutes, mais là on est allé jusqu'à 42. Et quand vous reprenez l'adresse, vous vous rendez compte que le président Patrice Talon a axé son intervention sur le bilan. Et les dernières élaborations gouvernementales, c'est notamment la revalorisation des conditions des fonctionnaires de l'État. Il est revenu abondamment sur ça, il a mis l'accent sur les conditions nouvelles des aspirants métiers d'enseignement. Il est remonté sur les autres actions qui ont été menées, toujours dans la dynamique, je dirais, d'assurer un mieux-être aux populations. Et quand c'est comme ça, c'est qu'il y ajoute, je dirais, un clin d'œil particulier aux honorables députés qui, dans la foulée, l'auraient accompagné dans les réalisations qu'il a énumérées à l'occasion donc de cette adresse. En gros, c'est que lorsqu'on se réfère à ce message du président Patrice Talon, c'est comme pour dire, attention, on a besoin d'une institution du genre pour accompagner, pour faciliter certaines grandes actions. Parce qu'au passage, la caricature qu'on peut faire de l'institution parlementaire, c'est que l'institution vient donner une certaine onction. À défaut d'aller recueillir l'avis des populations, chaque fois que l'État veut élaborer quelque chose, c'est que l'État passe par le biais de l'institution parlementaire, puisque l'institution regorge des représentants du peuple. C'est d'ailleurs pour ça que la Constitution a voulu que nous ayons, je dirais, une Assemblée nationale. Et donc, quand c'est comme ça, c'est que ceux qui s'y trouvent sont des représentants du peuple, sont des personnes qui, je dirais, sont mandatées pour approuver ou pour désapprouver, au besoin, les actions de pouvoir en place. La preuve, c'est que à l'occasion des grands accords en son temps, on a toujours demandé l'avis de l'Assemblée nationale. Et vous avez vu que quand il a été question de toucher, je dirais, ce pan de la question, ça a jazzé un peu partout. C'est comme pour dire qu'aujourd'hui, sur le terrain, malheureusement, les attentes des populations seront minimes. Elles seront obligées d'entendre. Elles n'auront pas véritablement à dire, nous attendons qu'une fois l'Assemblée, vous fassiez comme ça. Non. C'est des offres qu'on vient leur proposer et elles entrent dans ces offres-là que les différents candidats vont leur proposer. C'est pour ça que Francis mettait l'accent sur le fait que nous aurons en face, je dirais quoi, des candidats de la mouvance présidentielle qui iront malheureusement ou heureusement pour eux vendre encore à nouveau, je dirais, les grandes réalisations de pouvoir en place. Comme pour dire, quand nous serons encore là, on est capable de faire ça, de pouvoir intercéder au profit pour que. Seulement qu'en face, vous avez déjà vu que le secrétaire exécutif, le chef de file de l'opposition, a déjà donné le ton. Quand il s'est agi pour lui de se prononcer sur l'adresse du chef de l'État la semaine dernière. Pour lui, ce qui se révèle comme une prouesse réalisée par le pouvoir en place n'est pas une prouesse. Pour lui, ce n'est pas un cadeau que le chef de l'État fait, je dirais, aux travailleurs. C'est un droit. Et que ce droit n'a même pas été réalisé un peu plus tôt. Vous voyez, c'est un peu à ça qu'on va assister sur le terrain. Et vous avez aussi souvenance que quand on remonte un peu la présidentielle, vous verrez que dans le lot, il y en a qui déjà se plaignaient de certaines lois qu'ils ont appelées des lois liberticides. Eux également sur le terrain, cette fois-ci, à l'occasion de la campagne qui va être ouverte à partir du 23, seront obligés de dire aux populations que il y a tellement de lois qui n'étaient pas en faveur, je dirais, d'une certaine expression. Et donc, quand nous serons là-bas, nous allons travailler à remettre les choses à l'endroit. Et donc, c'est à ça qu'on va assister. N'espérez pas voir les populations demander aux députés, quand vous serez là-bas, nous aurons souhaité que vous fassiez ça, que vous fassiez ci. Seulement que nous entendrons chacun venir avec son offre, dire, nous pensons pérenniser ce qui est en train d'être fait, en y apportant encore des touches nouvelles. Mais les autres diront, non, ça n'est pas bien fait. Et ces différents types de lois
ne sont pas de nature à garantir une certaine sécurité sociale, ne sont pas de nature à garantir une certaine expression. Et donc, du coup, ça va s'affronter. Seulement que le souhait que nous tous nous éprouvons ce matin, c'est que dans cet affrontement verbal, eh bien, qu'on puisse sauvegarder l'essentiel, que ça se fasse dans la concorde, que ça se fasse dans l'harmonie, que ça se fasse, je dis, dans les règles de l'art, et que ça se fasse dans le couloir tracé pour l'animation de cette période-là. Autrement, eh bien, je crois que ça ne va pas être une surprise pour nous de voir un peu que chacun ira avec, je dirais, ces éléments à la main, dans l'espoir de ce que les populations diront aux honorables députés, eh bien, quand vous serez là-bas, s'il vous plaît, nous aurons souhaité, si nous aurons souhaité ça. Et je ne vois pas cette demande à peser dans la balance, mais je vois beaucoup plus des offres à proposer et des populations qui vont accepter ou pas à l'occasion de leur déplacement dans les urnes le 8 janvier prochain. C'est à ce moment-là qu'on saura eh bien, si elles ont adoubé telle ou telle autre offre pour le compte des offres qui passeront forcément, Offres qui passeront forcément, je ne pense pas, parce que effectivement, vous savez, la campagne n'étant pas encore ouverte, vous l'avez rappelé en début d'émission, ça va s'ouvrir dans 10 jours, nous sommes le 13 aujourd'hui. C'est vrai que les partis politiques ou alors les listes de candidats on semble-t-il investir le terrain, on parle de tournée de remobilisation, on va revenir sur cet aspect tout à l'heure. Le constat global fait sur le terrain, c'est que d'abord, c'est la première fois que nous allons aux élections législatives et que jusqu'au jour du dépôt des dossiers, il y a des candidats qui ne savent pas s'ils seront candidats ou pas. Je veux dire des leaders qui ne savent pas s'ils seront candidats ou pas. Parce que justement, les partis politiques se sont imposés. Ont imposé une certaine conduite, une ligne de conduite et tout. Et donc, vous avez vu un peu tout ça comme flopé de candidatures et tout. Mais à la fin, ces partis politiques ont tranché. Et donc, aujourd'hui, de ce qui nous revient du terrain, on constate que les populations ont besoin d'explications. Et donc, ceux qui vont sur le terrain pour tenter d'expliquer la composition, le casting qui a été fait, sont confrontés à ce qu'on appelle le grand oral. Les populations qui veulent savoir pourquoi tel leader, Delphin Gagana, il est notre leader dans la zone, on ne l'a pas vu sur la liste. Pourquoi c'est comme ça? Et donc, il est aujourd'hui un devoir pour ces listes-là de constituer, même si dedans il y a des graissements dedans, de pouvoir dire aux populations, oui, c'est le parti qui s'est imposé. Donc, on explique aux populations aujourd'hui pourquoi est-ce que cette réforme sur les partisans est en train de prospérer. Donc, c'est d'abord le premier niveau sur lequel les populations attendent un peu ces listes de candidats. Ensuite, oui, des partis politiques ont tout fait de dresser un canevas d'éléments de langage qu'ils ont confié à ces listes-là pour leur dire, en allant sur le terrain, parlez plutôt, comme nous ne sommes pas encore en période de campagne, parlez plutôt de paix, parlez plutôt de comportement citoyen, demandez plutôt aux électeurs d'aller chercher le cadre d'électeurs, d'être au top, de savoir où est-ce qu'ils votent et tout. Je pense que c'est à ça, aujourd'hui, que s'attellent ceux qui vont sur la liste. Au-delà, il y a quand même de ces militants, de ces électeurs, de ces populations, quand ils viennent sur le terrain, c'est de savoir, mais qu'est-ce que vous allez faire au Parlement? Il y a tel jour, vous êtes venu, on ne vous a pas vu et tout, ou alors vous êtes venu, vous nous avez promis des choses, vous n'avez pas fait et tout. Donc vous voyez, contrairement à ce que Hakimé a dit, je pense plutôt que les populations sont aujourd'hui plus intéressées par la chose politique. Elles veulent savoir ce qui se fait au Parlement, ce qui relève du rôle d'un député. Et c'est en cela que je rejoins ce que Delphin a dit, effectivement. Le député n'est pas là pour construire des routes. Et donc, il y a un besoin d'éducation du peuple pour que les populations sachent exactement pourquoi ils envoient tel au Parlement. Parce qu'à la fin, quand ils prennent des sous et qu'ils votent, ils devraient savoir qu'en réalité, ils ont déjà signé, la branche. On vous écoute. Oui, c'est que quand on parle de population, il faut aller à une catégorisation, en fait. Parce qu'il y a l'élite pure, il y a l'élite politique, puis il y a la majorité silencieuse au nom de laquelle on décide. Et à ce niveau, je crois qu'au niveau de l'élite pure et l'élite politique, ils veulent voir quelles sont les orientations stratégiques, en fait. Or, il se fait aujourd'hui qu'en au premier point, ils veulent tous déconstruire, en fait, les images, les préjugés. Parce qu'il y a eu tellement de choses qui ont été dites sur les partis siamois qui accompagnent le chef de l'État, qui sont restés au Parlement, BR et UP. Il y a tellement de choses qui ont été dites sur les démocrates. Et aujourd'hui, je crois que les gens attendent de voir quels seront les éléments de langage qui sont utilisés pour que chacun s'explique. Premier aspect. Second aspect, c'est que
au niveau de ces orientations stratégiques, il y a des axes importants, axes d'intervention. Sachez que les démocrates, pour avoir longtemps cherché à aller, vont certainement dire que c'est à cause d'eux que les élections sont inclusives. C'est vrai que la démocratie aussi vaut par l'expression de la différence. Maintenant, et que on a vu déjà BEUP pendant au moins 4 ans, 5 ans. Dans ces conditions, qu'est-ce qui a changé chez la plupart des Béninois? Quelle est la situation actuelle? Et le langage, par exemple, au niveau de l'autre camp, serait aussi de déconstruire les démocrates pour montrer que, au vu du bilan présenté par le chef de l'État, puisqu'ils ont accompagné un leader, il est clair qu'il y a des résultats impressionnants qui sont issus des réformes qui ont été mises courageusement en œuvre, mais qui ont été difficiles, mais qui, in fine, ont commencé par donner un clignotant rassurant pour le Bénin. Et enfin, il y a un autre axe sur lequel ils vont surfer. Comment mobiliser l'électorat pour avoir le maximum de voix possible? Parce que ce n'est pas rapport au suffrage, en fait, qu'ils vont conquérir. Donc, il y a des stratégies, par exemple, qui vont permettre aux candidats d'être assez contributifs, d'être assez conquérants sur le terrain. Et ça, c'est du management, c'est aussi, en fait, du marketing politique. Et la centralité, c'est la communication. Donc, ça appelle forcément un discours. Et c'est le discours, en fait, qui sera apprécié. Parce que lorsque vous n'avez pas des éléments convaincants, quand un chasseur est à bout de munitions, forcément, il renonce à la chasse et il va à la maison. Donc, ceux qui ne vont pas avoir un discours qui répond aux attentes légitimes des populations, c'est seront sanctionnés dans les urnes. Parce qu'on ne peut pas être sûr, en accompagnant un électeur, qui va estampiller votre logo. Il y a quelqu'un, je vais vous raconter une petite histoire, qui avait dit à Feu Iloko Félix que moi, dans ma circonscription, les gens m'aiment beaucoup. Je suis député. Et Félix lui a dit, tiens, tu es sûr que tu vas accompagner les gens dans les urnes pour voter? À l'issue du vote, je crois qu'il n'a trouvé que 5 ou 20 voix. Alors, il s'est rendu compte qu'en fait, entre les intentions de vote annoncées et le vote réel, la réalité, il y a un fossé. Il y a un grand fossé. Donc, on appelle, vous avez vu que l'ambiance globale, c'est la paix, la préservation de la paix. Et vous avez vu la vice-présidente, par exemple, entamer une tournée. Vous avez suivi à Savet ce qui s'est passé. Et c'est rassurant que désormais, les foyers qui étaient les foyers de tension seront pacifiés et que nous aurons des élections inclusives, transparentes, des élections pacifiques, des élections qui vont permettre à toutes les populations de choisir de sortir librement avec souveraineté, avec souveraineté. Parce que c'est le peuple souverain qui choisit en fait ses représentants. Cette fois-ci, il est sûr que l'électorat ira choisir de façon souveraine les représentants qui pourront continuer à porter les attentes légitimes des populations. C'est vrai que Herman a dit que si on doit faire un procès, donc, en fait, si on doit aller, si on doit poser un diagnostic sur le Parlement actuel, on a peut-être à lui reprocher la faiblesse au niveau du contrôle de l'action gouvernementale. Il se fait que c'est le BAI, c'est même le gouvernement qui détecte en fait les anomalies. Or, ça devait être une activité parlementaire. Voilà. Malheureusement, ça n'a pas été le cas. Ça fait partie du bilan de cette législature finissante. Les partis politiques sont longtemps, je dirais, restés silencieux. Bon, on attend peut-être le moment de la campagne électorale pour s'ouvrir aux populations et dire ce qu'on pense faire quand on sera au Parlement en 9e législature. Alors, quelle occupation du terrain? Est-ce que vous les sentez déjà en train de bouger? Il a rappelé tout à l'heure la vice-présidente de la République qui n'est pas candidate, ça il faut le rappeler, mais qui est en train de bouger. Mais est-ce que vous sentez les acteurs politiques occuper le terrain en attendant véritablement que la campagne soit lancée? Elle est déjà un acteur ou elle est une actrice politique, oui. Vice-présidente de l'institution, d'accord, elle n'est pas candidate, d'accord, mais son parti est candidat. Elle est dans le directoire du parti Union Progressive, le Renouveau. Et donc si elle descend sur le terrain, certainement que c'est aussi dans la dynamique de remobiliser. Et la troupe, c'est vrai que pour l'instant, les discours qui seront tenus, ce sont des discours qui n'auront aucun rapport de façon officielle avec voter pour moi, ne pas voter pour moi. Personne ne dira ça. Si vous entendez ça, ça va être vraiment extraordinaire. Mais
c'est à mot couvert. Et ça s'entend, ça se lit, ça se constate sur le terrain. Elle va certainement, je dirais, embaucher la trompette, je dirais quoi, de la remobilisation des questions de paix, puisqu'elle est beaucoup plus engagée dans cette dynamique de paix, de promotion de la jeune féminine, tout ce qui est autour. D'accord, mais seulement que, bien, il y a des choses que vous n'entendrez pas, que vous n'entendrez jamais, du moins pour le moment, seront dites. Il y a au niveau de la 15e, on l'a vu, c'était hier dans le bulletin que nous a proposé William Clicquant, la candidate Alimatou Badarou, qui était accompagnée de l'honorable actuel, je vais parler de Kader, bien évidemment, aller auprès des populations qui ont une certaine sympathie, et pour elle, beaucoup plus la communauté musulmane, pour leur montrer le certificat qui fait d'elle la candidate porte-voix du bloc républicain au niveau de la 15e circonscription électorale. Elle est allée recueillir et avoir la bénédiction de ces derniers, et dans la foulée, c'est qu'elle a souhaité que les élections se passent dans la paix, dans la concorde et dans l'harmonie, bien évidemment. Et nous avons également constaté que les démocrates sont allés vers l'ancien chef d'État, je ne vais pas donner cette fois Dieudonné Soglo, le présenter comme ils l'ont fait en son temps avec Boni Ayi, le récépissé, ce qui fait d'eux candidats engagés dans la course pour les législatives prochaines. Ils ont aussi continué sur le terrain à remobiliser la troupe pour leur dire, tiens, cette fois-ci c'est effectif, nous allons aux élections le 8 janvier prochain. Au-delà, quand vous allez à l'intérieur du pays aussi, ça bouge. Je vous donnerai un exemple de l'abbé Amadou Dibril, porte liste, pour ainsi m'exprimer, de l'Union progressiste dans la première circonscription électorale, qui est allé aussi auprès des têtes religieuses et des sages et notables de la commune de Kandi, recueillir aussi, je dirais, leur bénédiction, parce que le fils qu'il est, il leur dit qu'il va aux élections législatives. Vous voyez, donc, chacun va se présenter à certaines têtes fortes pour leur dire, votre fils qui venait vers vous, de par le passé, il est candidat. C'est pour ça que je disais dans ma première prise de parole, et maintenant tenté d'y apporter une contradiction. Non, les populations n'attendent pas. Ne demanderont pas aux députés d'aller faire ça pour nous. Mais alors, non, ne vous méprenez pas. Les populations entendront. C'est les populations qui étaient déjà habituées avec les têtes qui vont vers elles. Comme je vous l'ai dit, ce n'est pas peut-être la première fois que la candidate Alimatou Badarou va vers les populations de la 15e ou va vers les têtes religieuses de la 15e. Elle a peut-être pris l'habitude d'y aller. Donc, elle est repartie, elle dit, je suis candidate. Et Rabiou est reparti dire à Kandi, je suis candidat. Ce n'était pas le Rabiou qui était, seulement président de AESTAC, mais cette fois-ci, c'est le Rabiou qui est candidat et qui est tête de liste au niveau de la première circonscription de l'Union progressiste du Renouveau. Donc, c'est juste une certaine onction que ces derniers vont chercher. Et quand on va chercher une onction, n'espérez pas que peut-être le roi ou l'imam de candidat Rabiou arrive à l'Assemblée, voter des lois qui vont en faveur, je dirais, des collectivités, de moins des têtes couronnées et consommées. Alors pas du tout. On vient leur dire, quand nous y serons, voilà ce que nous allons faire. Très bien. Et comme je l'ai dit la dernière fois, après de 75%, l'électeur sait pour qui il veut voter. C'est une certaine portion très incongrue de 5 ou 10% qui est encore hésitant. Donc voilà ce qui se fait sur le terrain. Ce sont les remobilisations, ce sont les messages de paix, de concorde et d'harmonie qui sont lancés. Et ça va durer jusqu'au 22. Et à partir du 23, paf, vous allez voir, le train va prendre. Oui, ce qu'on avait développé avant, c'était juste ce qu'on attend, ce qu'un député devrait faire. Certes, la population ne va pas demander aux députés d'aller dire ça, un peu comme ce qu'il a relevé, ce que nous disons, c'est ce qu'on attendait, c'est ce qu'on devrait attendre des députés. Certes, la population ne va pas demander, mais il faut retenir que les élections législatives sont d'abord une élection de proximité. C'est qui je connais, c'est qui se trouve avec nous, c'est qui, puisque les gens ne vont pas regarder, vous êtes allé chercher le plus beau du quartier, non, vous êtes allé chercher quelqu'un en qui ils ont confiance. Donc c'est d'abord une élection de proximité. Les élections législatives, ce qui ne devrait pas être, mais c'est ça chez nous et dans la plupart des pays, c'est que ça devient le plus souvent un genre référendum contre le gouvernement. Qu'est-ce qu'il a fait, qu'est-ce qu'il n'a pas fait, qu'est-ce qui ne nous a pas plu, puisque vous allez voir, les gens vont beaucoup plus s'asseoir ou développer leur argumentaire par rapport aux actions du gouvernement.
par rapport à ce qu'on a fait, par rapport à ce qu'il n'y a pas, on a faim, on ne mange pas, on a renvoyé les gens, on a fait ci, on a fait ça. D'autres vont développer par rapport à, on a construit des routes, on a construit de l'eau, on a amené de l'électricité, on a fait ci, on a fait ça. Donc c'est juste un genre de référendum directement par rapport à celui qui a gouverné. Donc du coup, le discours ne sera pas... ceux qui disent même qu'on a voté des lois chrysogènes, ils ne vont jamais venir vous dire nous allons changer la loi en mettant ci, en mettant ça, en mettant ça. Ils ne diront jamais ça, mais ils vont juste dire on a voté des lois chrysogènes. Mais ces lois qu'ils appellent chrysogènes, peut-être qu'ils avaient même participé à son vote. Et ils avaient même présidé à son vote, mais après ils vont dire ce sont des lois chrétiennes parce qu'on a vu que c'est ce qui fait peut-être du mal actuellement. Donc on surfe parfois sur du faux juste pour pouvoir avoir attirer la sympathie. La sympathie des gens. Mais maintenant, est-ce que l'offre va marcher, oui ou non? Oui, ça va marcher pour ceux qui sont du même côté que ceux que vous dites, ouais, nous souffrons, nous faisons ça. Ils vont trouver que oui, ceux qui disent, nous irons avec eux parce que c'est eux qui vont nous apporter du bonheur. Ça va marcher du côté de ceux qui trouvent que le gouvernement fait bien et que nous amène aussi, et que si une partie de la population se trouve être aussi dans ce genre de dynamique, ils vont dire, ok, nous allons accompagner ceci parce que nous voulons que ça change et que c'est que ça. Donc ça dépend du poids du mensonge ou non, mais c'est donc ça dépend du poids de l'argumentaire pour faire gagner l'électorat. Mais l'autre chose, c'est que ce que nous l'avons dit, oui, on n'est pas en campagne, mais chacun y va de sa stratégie pour occuper le terrain. Vous allez voir, si ce n'est pas installation de coordination, c'est peut-être présentation de candidats, ou c'est présentation de logo, ou c'est campagne de sensibilisation pour la paix. Pour la paix, ou c'est démission, on essaie de voiler la campagne, parce que étant sur le terrain, à plein temps, oui, même si on ne dit pas, votez pour nous, mais quand on est là en permanence, c'est pour quand même dire, nous offrons quand même quelque chose. Donc déjà, c'est une façon, c'est déguisé de faire de la campagne, mais d'occuper pour prouver. Il suffit juste d'observer, de lire. Allez-y. Je crois que quand M. Ganga a dit, a parlé de poids de mensonge, et ça paraît un peu trivial. Mais écoutez, l'homme politique, l'acteur politique ou l'aspirant politique, qu'est-ce qu'il fait? Il vend l'illusion. Pour l'immense majorité, en fait. Et vous avez vu un grand acteur politique qui a fini par dire, mais tant pis pour ceux qui croient aux promesses électorales. Nous sommes dans une période électorale et il faut tchatcher. Il y a un coaching pour ça. Il y a un management pour ça. Et vous avez vu que depuis que Jean-Claude est sorti, a lancé son message sur l'état de la nation, pour tous ceux qui prennent la parole, ils soignent leur parole. Et les mots sont bien choisis. J'ai suivi beaucoup d'interventions de députés sortants, mais qui vont entrer. Mais j'ai noté une certaine grande maturité dans les prises de parole et dans le choix des mots. C'est vrai que par endroits, on a noté des démissions ou des reconversions. Parce que, à Zoboudouin, par exemple, j'ai vu des élus d'hier qui sont allés se reverser leur capital dans l'Union progressiste, le renouveau. J'ai vu, par exemple, dans la 6e circonscription ici, à Godomé, des échauffourées. Il y a eu des... Bon, c'était pas agréable, c'est pas le moment, c'est un plateau sérieux, mais il faut que les acteurs qui sont sur les listes se prennent plus au sérieux et aient des comportements responsables. Parce que nous voulons des élections de maturité. En fait, la démocratie, c'est quoi? C'est l'alternance, en fait, au pouvoir et l'organisation à bonne date des élections. Ce sont les mamelles nourricières de la démocratie. Et quand on veut être un bon acteur, en fait, on choisit son réseau, on choisit le langage qu'il faut et on choisit la vie. Parce que c'est sur la base de la conviction et de l'offre, en fait, que tout se décide. Voilà. Donc, oui, j'ai quelques soucis par rapport à ce que Francis a dit, qui consiste à dire que les acteurs politiques vendent de l'illusion. Pas tous. Non, il n'y a pas de tous. Oui, pas tous parce que... pas tous parce que... Bon, juste, c'est bien d'avoir ce bémol-là. Parce qu'il y en a quand même qui ont déjà fait leur preuve. C'est un peu comme ceux qui ont été au Parlement. Ils ont travaillé à voter des lois, ils ont travaillé à assister des populations, ils ont travaillé à mettre en place aussi des initiatives de microcrédit par-ci, par-là. Ils ont travaillé à entretenir l'électorat. Et donc ceux-là, aujourd'hui, il ne s'agit pas pour eux d'aller vendre l'illusion, il s'agit pour eux d'aller dire aux populations, ok, voici ce que j'ai pu faire pour vous en tel nombre d'années. Si vous êtes d'accord, reconduisez-moi. Si vous n'êtes pas d'accord, prenez d'autres personnes. Je pense que c'est surtout en cette thème. Maintenant, quand également on dit,
c'est vrai que c'est un idéal. Quand on me dit par exemple que le peuple souverain choisit ceux qui vont les représenter, soit au Parlement ou ailleurs, oui, c'est un idéal. Mais vous n'allez pas me dire que quand ils ont fait l'élection de Donald Trump aux États-Unis, qu'après il n'est pas survenu un contentieux. On a pensé que c'est des Russes qui ont introduit des systèmes de fraude dedans pour que ça puisse marcher et tout et tout. Et plus encore chez nous en Afrique, où oui, quand les gens pensent stratégie, dans ce que vous mettez dans la stratégie, il ne s'agit pas pour les gens d'aller dire, bon, voici ce que nous voulons faire pour gagner les élections. Non, ils pensent plutôt fraude. Et vous n'allez pas oublier également ce qui s'est passé où les émigrants ont dû conduire comme ça en colonne couvrée, fixe les cantines des lieux de vote jusqu'à la Sénat. Est-ce que dans un État sérieux, est-ce qu'on a besoin de voter et de veiller sur son vote? Non, je pense que c'est d'ailleurs à ça que je voudrais que les experts que vous êtes travaillent pour que nous puissions, pour que les pays africains, le Bénin surtout, aillent vers ces votes-là, où quand on finit de voter automatiquement, au bout d'1 heure, 2 heures de temps, tout est centralisé, et on sait que dans la journée ou le lendemain matin très tôt, on a déjà les résultats. C'est ce que je dis, ce serait déjà un effort de fait, parce que justement, dans leur gypsière, ils ont plusieurs carquois qu'ils sortent. Il y a par exemple ceux qui travaillent à annuler par eux-mêmes les votes émis par les citoyens. Moi, j'ai fini de voter pour le candidat. Et quand vous dites, oui, à 75%, ils savent pour qui ils vont voter. Non, je dis non. Il y en a qui perdent leur temps à estampiller plusieurs et donc qui rendent des bulletins nuls. Et ça, je dis, il faut travailler à faire un citoyen qui sache ce que c'est que acquérir le droit de vote et qui sait comment le sens du vote, comment l'exercer aussi. Et effectivement, faire en sorte que nous ayons dans les bureaux de vote des coordinateurs ou des gens qui veillent à ce que le choix du militant soit respecté. Vous jouez votre partition au parti politique. Je veux dire également que, en fait, quand on parlait d'illusion, je n'ai pas généralisé. Vous avez vu, si vous voulez, normalement, je vais citer quand même des acteurs que vous avez côtoyés. Je cite par exemple un acteur comme Lionel Agbo que vous avez vu ici. Vous voyez la rhétorique politique, pompeusement. Vous avez vu les résultats qui ont suivi. Vous avez vu ici Gaston Zossou, qui est un excellent. Bon, vous avez vu par la suite, Enfani, ça a accouché de quoi? Donc, les populations sont là, en fait, pour juger. Si vous vendez de l'illusion, les résultats sont là, en fait. Mais dans leur immense majorité, dans le coaching, c'est comment agir sur la sensibilité, en fait, de l'électorat pour le déterminer à aller voter pour le parti qui vous porte. Parce que vous êtes dans une remorque. Ça, c'est le premier aspect que j'ai voulu relever. Le second aspect, en fait, vous voulez que le vote soit un vote de maturité. C'est le souhait, en fait, de toute la République. Mais la démocratie n'a jamais été un fleuve tranquille. C'est pourquoi il y a eu des tremblements de terre aux États-Unis, comme vous avez dit là. Il y a eu presque effondrement de l'édifice, parce qu'à un moment donné, on a constaté que les plus vieilles démocraties, en fait, ce qu'on peut appeler le temple de la démocratie, a été secoué avec les incidents du Capitole et tout ça. Bon, nous devons travailler progressivement à asseoir la culture démocratique. Parce que c'est une tradition, en fait, qui se met en place dans la progressivité. On ne peut pas, la démocratie n'est pas un idéal, ça ne peut pas descendre du coup. Mais il n'y a pas de génération spontanée. Ça vient. Les pays dont on salue la démocratie l'ont construit sur plusieurs siècles. Nous sommes un pays d'une jeune démocratie. En fait, on a connu la démocratie, je crois, en 60. Et on a mis une parenthèse en 72. On a renoué en 90. Oui. C'est quoi on parle de renouveau démocratique. Bon, maintenant, depuis là, qu'on a renoué avec les bonnes pratiques du libéralisme et du pluralisme politique, nous sommes en train de faire du chemin. Et c'est vrai que tout n'est pas corrigible tout de suite. Nous allons corriger notre travers progressivement à travers les réformes et les lois. C'est en cela que, en fait, le Parlement a un rôle déterminant à jouer. La qualité des lois que les députés iront voter. Et quel est le profil du député qui on envoie au Parlement pour choisir, décider au nom de tous. C'est tous. Oui. Celui qu'on envoie pour aller décider au nom de tous, c'est celui qui a été déjà par le passé aux côtés des populations. C'est pour ça, et là j'insiste, je reste un peu péremptoire là-dessus, sans avoir fait des stats et sans avoir, je dirais, des éléments scientifiques à propos, en tenant compte, je dirais, de la sociologie de notre milieu, on me dit encore, lors de cette prise de parole, que près de 75% savent pour qui veulent voter. Ça, il n'y a rien à faire. Au fait, le vote du 8 janvier, ce n'est que le 8 janvier que les populations attendent
pour aller dans les urnes, voter pour tel ou tel autre candidat. C'est pour ça qu'il y a eu une grosse difficulté à positionner les gens sur les listes électorales, les listes de candidature. Et quand Herman a insisté pour dire que c'est pour la première fois que jusqu'à la veille, on ne sait pas qui c'est qui est candidat. Il y a un travail qui a été fait, un travail de choix, d'arbitrage et consort. Il y a des personnes, si elles n'étaient pas positionnées bien, les listes auraient été en difficulté au regard de leur impact sur les populations. C'est pour ça que vous avez dit qu'il y a... Même les positionnements aussi, ces personnes ont été positionnées, mais les listes sont en difficulté à cause du mauvais positionnement de certains. Exactement. Donc, vous voyez, c'est un tout. Et c'est au regard de ce tout-là aujourd'hui que, eh bien, le travail qui va se faire sur le terrain, c'est déjà en amont. Je dirais quoi, les discours que nous avons entendus de part et d'autre. Ce n'est pas pour rien que quand on a reçu, courant après le dépôt des dossiers sur le plateau, ici, les différents représentants des partis politiques, leur discours est resté le même. On est reparti sur le terrain, et bien, remobiliser. On dit aux populations, celles qui sentent, qui ont l'impression qu'elles ont été trahies, que le choix a tenu compte d'un certain nombre d'éléments. Quand on a fait cette explication, c'est qu'on a au moins à près de 50% réussi à faire baisser un peu la pression. Ça n'a pas cessé. Elles ont poursuivi, je dirais, cette personnalité-là à rencontrer les populations, leur expliquer les tenants et aboutissants des choix qui ont été opérés. Et comme je vous l'ai dit, ce n'est pas des choses que nous allons entendre courant cette période. Et ça continue encore sur le terrain à remobiliser, à rassurer, parce que les tempêtes à un moment donné, on rassure. Quand on est sur cette dynamique-là, quand on a embouché cette trompette, c'est que eh bien, les populations ont été à un moment donné, on finit à un moment donné par faire un choix, à se dire, bon ok, contre une mauvaise fortune, soit on fait bon cœur, soit on avance, parce que bien évidemment, le choix a été déjà fait. C'est de ça qu'il est question. Donc, aujourd'hui, eh bien, il va s'agir véritablement de continuer dans cette même dynamique. C'est pour ça que j'ai insisté pour dire que quand vous avez entendu le discours du chef de l'État, en fait, cette élection, ce n'est pas une élection de comment ça, nous donnons ça, on donne, sinon, le bilan du chef de l'État qui a été fait, c'est un bilan qui annonce également des éléments de langage qui seront utilisés en son temps par les candidats de la mouvance présidentielle. Et en face, ça n'a pas raté. Nous avons déjà le change. Je vous ai donné l'exemple du secrétaire exécutif du parti La Force Groupe Bénin Émergent. Vous aurez encore des réactions du genre. On en a sur le terrain. Donc, à l'arrivée, quand on finit de collationner tous ces éléments, c'est que, eh bien, on a fini par faire le point. Et comme je vous l'ai dit, des personnes bien précises ont pour obligation de travailler à davantage tirer la liste vers le haut. Il y en a qui sont presque en mission pour les différentes listes parce que certainement ils ne siégeront pas. Après les élections, eh bien, ils retourneront soit à leurs occupations techniques et professionnelles sur le terrain parce que eh bien, leur impact était de nature à ce que si on ne les positionnait pas, ça aurait créé peut-être des manques à gagner pour les différentes formations politiques. Il y en a qui ont été positionnés soit en 3e, 4e position, parce qu'on se dit, eh bien, leur position permet également à la liste, je dirais, de faire un bond. Vous avez vu, je l'ai cité, on l'a abondamment dit ici, au niveau de la 15e, les positionnements qui ont été faits. Avec l'entrée du parti, le Renouveau démocratique, pour en fait désormais UPR, c'est que vous avez l'honorable député Kogblivi qui est toujours titulaire, mais c'est que désormais, eh bien, le ministre de la décentralisation vient se positionner, parce que c'était le fief du PRD en son temps. Et là, nous avons en 3e position un certain Badioula Agamon qui d'ailleurs occupait déjà cette position. Et on ressort la dame qui était candidate en 3e position, je veux parler de Fagla pour en fait donc le siège de la femme. Oui. Et quand on remonte la 15e, je donne l'exemple par exemple du Bloc républicain. Vous avez vu un certain Auguste Videgla. Vous vous souvenez qu'on avait déjà parlé de ce monsieur qui, la 16e, voilà, qui lors des législatives dernières faisait partie de ceux-là qui ont été, je dirais, les artisans premiers de l'arrivée au pouvoir du président Patrice Talon. Mais c'est que dans les positionnements, vous avez vu cette fois-ci, là on l'a mis, comme pour dire certainement que continuez toujours pas à travailler. Vous, on est sûr que eh bien, votre apport sera de nature à tirer la liste vers le haut. Et à côté, c'est que eh bien, la candidate Chantal Ayi est un leader. Et quand vous avez suivi la dernière fois une des sorties de plusieurs acteurs politiques sur une émission donnée, je crois que j'ai suivi Alain Diou, de la Force Groupe Émergent. Exactement. J'ai suivi Godonou, je crois, des démocrates, je crois que c'est ça le nom. J'ai suivi Fagla de l'Union Progressive du Renouveau et j'ai suivi Chantal Ayi du Bloc républicain. Quand j'ai suivi le débat, c'est un peu ce qu'on fait. Chacun va avec ses argumentaires pour montrer que c'est l'occasion à jamais pour que nous ayons un Parlement qui travaille à actionner, à travailler, à tirer
le pays vers l'euro. Donc, les débats vont dans tous les sens, mais à la vue, comme je vous l'ai dit, le choix est presque déjà fait à 75%. Oui, Delphin. Oui, il faut rapidement rappeler quelque chose. La fraude n'est pas l'apanage des pays africains. Et la centralisation des résultats va finir par se faire parce que même en France, la fois dernière, après les élections, les gens ont crié à la fraude. Aux États-Unis, les gens en parlent. Donc, ce n'est pas l'apanage des pays africains ni... Alors que les résultats, on les a eu en 24, 48... Voilà, donc la centralisation, oui, ça va finir par se faire parce que, vous voyez, déjà la liste électorale qui en temps était peut-être manuelle et puis ça a fini peut-être par être informatisé à un moment donné, mais c'est maintenant un truc général jusqu'à ce que, même si l'unanimité n'est pas totale autour de ça, mais les gens ont quand même trouvé que c'est une liste qui est un tout petit peu exempte de polémique. Il n'y a pas tellement trop de polémique autour de ça. Donc ça veut dire que les choses évoluent et ça va finir quand même par arriver où après à 18h, juste à 2 heures après les élections, on peut aussi avoir les résultats parce que nous travaillons pour y arriver. À se faire confiance. Mais les difficultés de positionnement ne sont pas simplement parce que les gens n'ont pas envie de positionner, mais c'est parce que les candidatures sont nombreuses, parce que les gens qui allaient individuellement se sont tous mis ensemble, donc du coup, qui choisit et qui ne pas choisir. Et vous allez voir que pour éviter cette difficulté, et Hakimi a bien fait de souligner ça, vous allez voir, ceux qui n'étaient pas positionnés sont arrivés à accompagner ceux qui sont positionnés. Ce sont eux-mêmes qui présentent les candidats à la population, juste pour éviter la casse. Exactement. Donc, histoire de dire, ok, non, je ne suis pas positionné, mais ne veut pas dire que je ne suis pas avec eux, c'est que je suis toujours avec eux, nous travaillons ensemble, c'est pour ça qu'on dit nos intérêts personnels ne sont plus les plus importants, mais c'est l'intérêt du pays ou l'intérêt du parti politique. Donc, histoire d'associer un discours rassembleur, histoire de dire, ok, ne dites pas que parce que, et je l'avais dit tout à l'heure, les élections législatives, c'est une élection de proximité. Absolument. Donc, ce n'est pas parce que vous m'aimez et que je ne suis pas positionné que vous allez laisser le parti. C'est vrai que ça ne peut pas porter à tous les niveaux, mais ça va porter quand même à des niveaux donnés. Mais les choses qui changent, vous allez voir, avant, au cours des débats à l'Assemblée, au niveau de l'Assemblée parlementaire, qu'est-ce que nous constatons? Vous allez voir, il y a quelqu'un qui va tirer de l'autre côté, quelqu'un d'autre qui va tirer de l'autre côté, parce qu'il y a tellement trop de groupes parlementaires, donc du coup, tout le monde cherche à parler. Mais vous allez voir, pour la 8e législature, on a juste deux groupes parlementaires. Ça veut dire que le débat se fait déjà au sein du groupe parlementaire. Mais comme la démocratie, c'est la majorité, même si vous n'êtes pas d'accord et que la majorité vote, c'est que vous êtes obligé de plier à la décision de la majorité. Donc, une fois à la plénière, vous n'avez plus besoin de dire « moi, je ne suis pas d'accord ». Donc, du coup, le débat va se faire. Donc, du coup, c'est qu'il y a quelque chose qui se fait, il y a quelque chose qui change et que les tapages qu'on assistait ou les débats bouillants ou tonitruants on n'en avait pas eu. Mais la seule chose que... On bombe le torse. On bombe le torse. Donc, du coup, on n'avait pas assisté à ça simplement parce que le débat se fait. Et l'autre chose est que... 30 secondes. Oui, 30 secondes. Je crois qu'il faut mettre l'accent sur la gestion des contradictions internes. Oui. Ça, ça a un poids. Deuxièmement, c'est vrai ce que Hakimi a dit. Dans certaines circonscriptions, on a vu le positionnement. Vous avez vu par exemple dans la 6e circonscription électorale. Je crois que vous vivez à Calavi. Vous avez vu que pour l'UPR, l'honorable Epiphane Honfort est 6e sur la liste. Parce qu'on sait que, évidemment, il a un électorat à Soava et à Godomé. Il pourra faire l'effort pour permettre à l'UPR d'avoir le maximum. Et le discours qui tient, c'est 8 sur 8. Parce qu'il y a 8 députés dans Abégaï. 8 sur 8. Bon, chacun tire le drap de son côté. Et puis enfin, par rapport aux interventions, je crois que j'ai suivi Chantal Aïe, formidable. J'ai aimé ça. J'ai aimé ça. Et c'est le moment en fait de lui dire félicitations, de continuer dans cette dynamique parce que c'est une femme digne. Une femme qui a les idées. Elle a de la matière. Elle a de la matière. Oui, sans doute parce qu'elle a un bon coach aussi. Je dis oui, justement, pour ce qu'on a dit, c'est vrai que qu'il y a de la maturité, n'est-ce pas? Mais c'est de faire en sorte qu'on puisse vraiment assister à des élections, à une campagne qui se déroule dans les formes, dans les règles de l'art, parce que justement, sur le terrain, on entend des choses et on se demande si c'est dans ce Bénin-là que ça se passe. Parce que l'acteur politique, et c'est aussi des gens qui sont l'acteur politique chevronnés, c'est celui qui de l'index droit vous montre le soleil et qui fait autre chose ailleurs. Vous avez parlé de la liste électorale. C'est vrai que j'ai le sentiment à la fin que on faisait tapage sur la liste électorale pour peaufiner
les stratégies de fraude ailleurs. Et donc, je pense que Merci, le mois est venu, tout le monde n'a qu'à avoir l'œil ouvert pour qu'on puisse vraiment sécuriser. D'accord, 8h55, on descend. Merci à vous, merci à chacun de vous. Akimé, Herman, Eloge Attadé et Delphine Gagana, merci pour les discussions de ce matin. Et merci également à nos téléspectateurs pour la fidélité. Les programmes se poursuivent sur Canal 3. Actu Matin également se poursuit, même si nous allons y mettre un terme, parce que dans un instant, vous aurez donc votre revue de presse avec Assiobo Kanya Bon. Merci de votre attention. Excellente journée. Portez-vous bien. Gardez le sourire. Au revoir. Bonjour à toutes, bonjour à tous. Le matinal revient sur l'augmentation des salaires et fait observer que si les choses sont formalisées du côté de l'État et que les agents savent désormais à quoi s'en tenir pour ce qui est de leur nouvelle situation salariale, ce n'est pas le cas du côté du secteur privé où les travailleurs sont presque livrés au bon vouloir de leurs employeurs relativement à l'implémentation de la mesure dans le secteur privé. Le seul point d'accord obtenu, si l'on s'en tient aux différents comptes rendus, est relatif au SMIC pour lequel le patronat aurait formellement marqué son accord de concéder une augmentation de 30% en termes clairs. Le SMIC devrait désormais passer de 40 000 francs CFA à 52 000 francs CFA, soit 12 000 francs CFA de plus sur le montant actuel. Pour ce qui est des autres points, les partenaires sociaux ne sont pas parvenus à faire varier le patronat sur sa position de ne pas procéder à une hiérarchisation des salaires. Dans son éditorial du jour et prenant la défense des travailleurs, l'économiste du Bénin se demande combien sont-ils avec leur salaire capables de se rendre à Las Vegas, au Palace, d'aller à Dubaï lorsqu'ils n'ont pu quitter les labyrinthes de Cotonou pour se rendre à Tanguieta pour contempler les chutes et les animaux sauvages de la biosphère de Pendjari. Pendant ce temps, beaucoup d'expatriés, surtout jeunes, épargnent leurs revenus pour découvrir les richesses touristiques du monde. Ils payent leur transport, ils prévoient les charges liées à leur hébergement, la restauration, la communication, l'achat de gadgets souvenirs. Et pourtant, les Béninois qui ont le privilège d'habiter un territoire qui héberge une réserve de faune s'abstiennent de se livrer à ce genre de plaisir qui refait le moral quand on en a l'occasion. Suggestion du journal, l'État doit penser à mettre tous ses agents des salaires qui leur permettent de vivre décemment. De son côté, Fraternité s'intéresse à la protection des données numériques et écrit que, conscient des dangers permanents liés à l'administration digitale, le ministère de l'Économie et des Finances, à travers sa direction des systèmes d'information, s'applique à rehausser son niveau de lutte contre les cyberattaques. Pratique devenue monnaie courante, c'est ce qui explique la tenue de la 4e édition du séminaire Team Building de la direction des systèmes d'information, orienté sur le thème responsabilités individuelles et collectives face aux menaces de cybersécurité. Cette rencontre a été l'occasion pour les informaticiens du ministère de faire le bilan des actions menées dans le cadre de la stratégie nationale de sécurité numérique, mais surtout d'échanger sur le plan d'action pour la cyber-résilience des finances publiques, les actions à mener au quotidien au sein de leurs entités pour faire face aux menaces de cybersécurité. La semaine de l'ananas à Cotonou est rapportée par l'économiste du Bénin pour lequel l'association interprofessionnelle de la filière de l'ananas du Bénin a organisé du 9 au 11 décembre 2022 la première édition de la semaine de l'ananas. Au menu, relate le journal, foire d'exposition, séance de dégustation et panel de discussion sur la transformation de l'ananas, la compétitivité de la filière et caravane dans la ville de Cotonou. Avec le quotidien Fraternité, on peut lire que la prévention et la sécurité, les enjeux de la sécurité de proximité en Afrique de l'Ouest et du Centre a été le thème qui a cristallisé les attentions la semaine écoulée à Dakar lors d'une conférence organisée par l'Agence d'assistance à la sécurité de proximité avec le soutien du programme régional de dialogue sécuritaire en Afrique de la Fondation Konrad Adenauer. Mobilisés pour la circonstance, les experts et politiques ont axé leurs interventions autour de la nécessité d'un changement de paradigme sur le continent en vue de la coproduction de la sécurité. Merci
d'avoir suivi la revue de presse.